Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes absolument ravis de vous avoir avec nous ce matin. Je suis Chloé Torcol, je suis chef de projet à l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité, et j'aurai le plaisir d'animer ces échanges et cette webconférence de 10h à midi. Donc encore une fois, merci d'être avec nous. Une petite précision technique, vos micros et vos caméras sont coupés, mais vous pouvez à tout moment réagir dans le chat. Donc il faut pas hésiter. Un replay sera également disponible si jamais vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'à la fin, donc pas d'inquiétude sur ça. Si certaines d'entre vous ne connaissent pas encore la FMD, c'est pas grave, bienvenue. On est une association qui accompagne les employeurs dans tout ce qui est prévention des discriminations en milieu professionnel et on travaille main dans la main avec les grandes écoles et les universités pour former les managers de demain à tous les enjeux qu'on lie à la diversité et à l'inclusion. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé avec la conférence des grandes écoles et l'ESC Clermont sur la question des stéréotypes des étudiants et étudiantes des grandes écoles. C'est une question qui va nous porter tout le long de ces échanges. Pour faire ça, j'ai le plaisir d'être avec Hugues Brunet, qui est délégué général de la CGE. Hugues, tu vas nous en dire plus sur la CGE, on est partenaire de longue date, donc raconte-nous un peu qui vous êtes et en quoi est-ce que les thématiques qui nous ressemblent sont importantes pour vous. Bonjour Chloé, merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis ravi d'ouvrir cette présentation à l'occasion de la présentation du 6e baromètre. Troisième. Mais on sera encore là pour le troisième. Et notamment le soutien depuis quelques années de la production de ce baromètre. C'est des sujets qui sont des sujets d'intérêt pour la conférence des grandes écoles. Donc, juste 2 mots sur la conférence des grandes écoles. La conférence des grandes écoles est une conférence d'établissement. Actuellement, nous avons 243 membres. 3 missions pour la CGE. Première mission qui est un lieu de réflexion et de partage de bonnes pratiques. Une activité qui est une activité pas toujours très bien connue, puisque nous avons une structure d'accréditation, de labellisation de formation. Peut-être connaissez-vous les masters spécialisés ou les Masters of Science. Ce sont des produits de la CGE. Et puis une 3e mission qui est une mission de défense du modèle des grandes écoles auprès de ce qu'on appelle les parties prenantes. C'est pour ça qu'avec le président Laurent Champanet, malheureusement absent aujourd'hui, nous rencontrons un certain nombre de parlementaires pour non pas casser les stéréotypes de genre, mais casser les stéréotypes par rapport aux grandes écoles. Voilà. Alors, moi, je suis ravi aussi d'être à tes côtés, Chloé, parce que le partenariat avec l'AFMD est un partenariat qui a vraiment du sens. En plus, l'année 2023 qui se termine est une année particulière pour la CGE, puisque c'est nos 50 ans. Et on a symboliquement ouvert la séquence de nos événements par la signature de l'initiative Stop aux violences sexistes en entreprise que porte la FMD. Voilà. Et puis on est d'ailleurs la FMD, la CGE, administrateur d'une association qui s'appelle Femmes Maths Numériques, et à ce titre, je salue Maya, ta DG, avec qui je travaille et qu'on se rencontre régulièrement dans ce cadre. Voilà. Alors, avant de repasser la parole sur le détail du programme, je voudrais juste remercier particulièrement 2 personnes. D'abord Pascal Borel, puisque Pascal est très très active dans tous ces sujets. Elle travaille d'ailleurs et elle soutient une initiative qui est le baromètre égalité femmes-hommes, qui est un baromètre annuel avec une particularité. Cette année, il n'y aura pas de baromètre parce que nous retravaillons sur le fond le baromètre. Et puis, bien sûr, Stéphanie Lebrun,
la directrice du CFJ qui nous accueille ici dans cet environnement. Sur ce merveilleux plateau. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Hugues. Alors, sans plus attendre, on sait que ce qui vous intéresse, c'est les résultats du baromètre. J'ai déjà le plaisir de vous informer que la publication est déjà en ligne et que vous allez pouvoir la retrouver dans les espaces ressources de l'AFMD et du CGE. On va vous mettre le lien dans le chat très prochainement, mais je vous encourage évidemment à rester avec nous pour la prochaine séquence qui sera la présentation des résultats. On va revenir pour vous dans le détail des chiffres les plus marquants. Tu le disais, Hugues, ça fait en fait 6 ans qu'on travaille ensemble. On fait un baromètre tous les 2 ans, donc là, c'est le 3e. Ce sera l'occasion de comparer un petit peu ce qui s'est passé sur ces dernières années. Et ensuite, on vous a prévu 2 tables rondes. Une première sur l'évolution des stéréotypes de genre et leur prise en compte dans les programmes. Et une seconde sur les valeurs et les ambitions professionnelles. Et on aura le plaisir en conclusion d'accueillir la rapporteure du HCE qui viendra aussi finalement résumer tous ces échanges et ces enjeux. Donc encore une fois, un grand merci d'être avec nous. N'hésitez pas à tout moment à poser vos questions dans le chat et on vous retrouve dans quelques secondes pour la présentation des résultats. Merci. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour la présentation de ces résultats du baromètre sur les stéréotypes de genre. Je suis Tanguy Bizien, responsable des études à la FMD et je suis avec Pascal Borel que je laisse te présenter. Bonjour, Pascal Borel, je suis enseignante-chercheuse à l'ESC Clermont Business School. Nous avons travaillé ensemble sur cette 3e édition du baromètre et donc on est ravis de vous accueillir ce matin. Et on a cherché à repérer évidemment les stéréotypes de genre et on a mis aussi le point, un focus sur une notion qui est assez complexe et dont on va discuter ce matin, qui est la notion d'ambition. Donc on va essayer d'être synthétique car la matinée est chargée et on va avoir le temps de répondre à vos questions à l'issue de la présentation. Donc moi je vais revenir rapidement sur les objectifs de la présentation, du baromètre, pardon, et Pascal ensuite va revenir sur la méthode. Alors, hop, il faut que ça revienne un tout petit peu en avant. C'est la méthode qui s'affiche tout de suite. OK, d'accord. Donc, avant la méthode, je vais rappeler peut-être les objectifs. Voilà. Donc, il y avait 4 objectifs. Je reviens sur les 2 premiers. Et la première chose, c'est de se demander qu'est-ce que c'est l'intérêt de cartographier les stéréotypes de genre des étudiantes et des étudiants. Eh bien, ça sert à repérer les stéréotypes qui sont les plus ancrés dans les croyances sociales partagées par les femmes et par les hommes. Et donc, ça permet aux directions, aux responsables pédagogiques, aux enseignants-chercheurs, mais aussi aux employeurs de travailler sur ces stéréotypes en particulier, et on va les détailler. Et ce repérage est essentiel, évidemment, parce qu'on sait que les stéréotypes influent sur les trajectoires scolaires et sur les parcours professionnels, et notamment sur le parcours des femmes, car ce sont elles qui sont le plus exposées à ces stéréotypes de genre, et donc ça peut contrarier, freiner, voire empêcher les ambitions de se réaliser. Donc, je vais laisser la parole à Pascal pour qu'elle nous précise un tout petit peu comment on s'y est pris pour repérer ces stéréotypes, et ensuite on va détailler différents résultats ensemble. Alors, concernant la méthodologie d'enquête, pour cette 3e édition, elle reste identique évidemment aux éditions précédentes. La population d'enquête est composée des étudiantes et des étudiants des grandes écoles que nous avons contactés par le biais de la conférence des grandes écoles et ou de l'AFMD. Au total, on a contacté environ 230 établissements et une centaine d'écoles ont participé à cette enquête, ce qui nous a permis de rassembler 4236 réponses pour pouvoir finalement exploiter un échantillon de 3585 répondants. Tout à fait. Alors, sur cet échantillon, les chiffres, on va vous présenter la composition de cet échantillon. Alors, les femmes sont majoritaires dans cet échantillon, et ce, quel que soit le type d'établissement. Donc cette année encore, comme pour les années précédentes, la répartition par sexe et par type d'établissement ne reflète pas complètement la réalité des effectifs des grandes écoles françaises. En effet, dans les faits, dans la réalité, les étudiants des écoles de management sont composés à quasi-parité femmes et hommes, alors que dans les écoles d'ingénieurs, on compte
à environ près de 67% d'hommes pour 33% de femmes. Donc cette surreprésentation des femmes dans notre échantillon, comment on l'explique? On fait toujours l'hypothèse que cette surreprésentation, et en particulier des femmes ingénieures, est liée au fait que les femmes se sentent davantage concernées par la thématique de l'enquête. Oui, effectivement. Et là, c'est moi qui reprends la main. On voudrait insister sur un premier élément, parce qu'on s'est intéressé aux stéréotypes de genre par rapport aux compétences. Donc, on a 80,1% des étudiants interrogés qui considèrent que les hommes et les femmes possèdent des compétences et des qualités professionnelles identiques. Donc, cela signifie que les étudiants et les étudiantes ont plutôt une vision égalitaire des compétences possédées par les femmes et par les hommes. Cela signifie également qu'elles et ils sont 20% à considérer que les hommes et les femmes ne possèdent pas de compétences et des qualités professionnelles identiques. Et lorsqu'on regarde plus en détail l'échantillon des 80%, on remarque qu'il y a 39,5% qui affirment que cela est vrai pour chacune des 23 compétences citées, et il y a 60% des étudiants qui considèrent comme plutôt féminine ou plutôt masculine au moins une des compétences. Donc il y a en fait une minorité qui parvient à s'extraire réellement des stéréotypes, premier élément à noter. Et puis on voit aussi que ce sont à peu près les mêmes stéréotypes qu'on va retrouver chez les égalitaires et les inégalitaires. Et donc ces stéréotypes, les voici. On a côté masculin des stéréotypes qui reviennent de manière classique et qui sont stables: confiance en soi, gestion du stress, autorité et leadership. Et du côté des femmes, on a empathie, écoute, sensibilité et communication. Donc, c'est donc sur ces stéréotypes et sur ces éléments que les écoles et les employeurs peuvent travailler. Et je mettrai deux éléments en avant, peut-être des éléments qui sont liés à la confiance en soi et à l'écoute, qui sont deux enjeux forts des stéréotypes. Donc, deux remarques ici, un peu. C'est la première, c'est que les stéréotypes masculins renvoient à des savoir-être qui sont valorisés dans des postes à haute responsabilité. Là où les stéréotypes féminins, en fait, renvoient à des savoir-être qui ne sont pas spécifiquement professionnels. Donc, d'un côté, on a des hommes qui peuvent se projeter dans des imaginaires qui sont des imaginaires de haute fonction, de décision, de direction, etc. Là où les femmes sont plutôt amenées à se projeter dans des imaginaires d'assistanat ou de soins. Donc, il n'est pas question de dire que le soin ou l'assistanat sont mauvais, bien au contraire, mais d'une part, ils ne sont pas valorisés. Et d'autre part, on observe aussi que ces imaginaires assignent les femmes à des qualités plutôt qu'à des compétences. Et donc, ça, c'est extrêmement important à noter selon moi. Et ça a des conséquences, évidemment, puisqu'on sait très bien, grâce aux travaux en psychologie sociale notamment, que les stéréotypes sont à la base de nos préjugés et qu'ils peuvent mener à des discriminations. Donc, on voit aussi ici l'injustice subie par les femmes, notamment les étudiantes, renvoyées à la sphère domestique, là où les hommes sont projetés dans des imaginaires professionnalisants. Et dernier point, cela ne signifie pas que les hommes ne sont pas eux-mêmes victimes des croyances qu'ils reproduisent parfois malgré eux, mais que le genre induit des inégalités qui reposent en partie sur les stéréotypes. Voilà. Et ces inégalités, elles sont d'autant plus problématiques que les femmes, en fait, se déclarent ambitieuses, comme on l'a vu dans notre enquête Pascal. Tout à fait, puisque pour cette troisième édition, nous avons souhaité interroger les étudiantes et les étudiants sur leur rapport à l'ambition. Alors, premier résultat important, 76,4% des étudiantes et des étudiants se déclarent ambitieux, qui est un résultat qui est conforme à ce qu'on peut imaginer dans la mesure où on s'adresse aux étudiants des grandes écoles. Ce qui est plus surprenant, c'est que parmi ce groupe d'ambitieuses et d'ambitieux, 56,2% sont des femmes. Donc ce premier résultat va à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle les femmes seraient moins ambitieuses que les hommes. Car effectivement, historiquement, l'ambition est plus souvent présentée comme une aspiration masculine, aspiration à laquelle les femmes renonceraient par manque de disponibilité pour s'engager dans une carrière. L'ambition est d'ailleurs un concept assez complexe et ambivalent, gage de réussite pour les uns, caractéristique peu flatteuse pour les autres. L'ambition est au cœur de la lutte contre les inégalités professionnelles de genre. En particulier, les travaux ont montré que l'ambition est reconnue comme étant un levier de lutte contre le plafond de verre. Il nous a donc paru essentiel d'explorer les marqueurs de l'ambition du point de vue des étudiantes et des étudiants. Et notre question était simple, elle était la suivante: l'ambition manifestée par les femmes est-elle la même que l'ambition manifestée par les hommes? Donc pour répondre à cette question,
on a interrogé les étudiantes et les étudiants se déclarant ambitieuses et ambitieux sur leurs attentes en matière d'emploi. Le résultat nous montre que si les femmes ambitieuses aspirent prioritairement à aider les autres ou la planète, à avoir un équilibre de vie ou à avoir une rémunération satisfaisante, pour les hommes ambitieux souhaitent avant tout apprendre, comprendre et résoudre les problèmes, avoir une rémunération satisfaisante et avoir un équilibre de vie. Alors, ces résultats montrent tout d'abord que les marqueurs de l'ambition sont pas tout à fait les mêmes entre les femmes et les hommes, et que pour les hommes, ces marqueurs évoluent aussi. On note également que ces marqueurs ne sont pas uniquement centrés sur un objectif d'ascension professionnelle, comme certaines approches tentent de l'affirmer. Mais qu'en est-il des étudiantes et des étudiants des grandes écoles, Tanguy ? Alors, sur les étudiantes et les attentes professionnelles des futurs managers et des élèves ingénieurs, on voit en fait qu'on a des ensembles assez homogènes du point de vue du genre. Donc, on est plutôt du côté de 90% des étudiants managers aspirent à devenir managers, quand 60% des élèves étudiants ingénieurs aspirent à devenir managers. Donc, évidemment, ça semble absolument logique, mais il y a deux éléments qui semblent intéressants ici. Le premier, c'est pas de disparité de genre, comme je viens de le dire, et c'est assez important, ces ensembles homogènes. Et on voit que les étudiants ingénieurs ne veulent pas forcément devenir managers. Or, on sait qu'ils vont le devenir. Et donc, ça peut poser aussi un problème, c'est-à-dire comment, en fait, on forme quand même ces étudiantes et étudiants au management de la diversité, sachant qu'ils ont des programmes qui sont déjà extrêmement chargés. Voilà. Et quelques observations aussi pour les attentes professionnelles qui sont ici. Comme tu l'as dit, Pascal, l'équilibre des temps de vie, en fait, semble important pour les étudiantes, enfin pour les hommes comme pour les femmes, même si c'est un peu plus marqué chez ces dernières. Et il semble y avoir des ambitions, on va dire, plus collectives, hein, notamment chez les femmes ingénieurs, où l'item « aider les autres ou la planète » vraiment se démarque très nettement, et des ambitions plus classiques, on va dire, chez les managers hommes et femmes concernant la rémunération notamment. Et ça rejoint aussi d'autres enquêtes sur le fait que les éléments, enfin la rémunération et l'équilibre de vie sont deux éléments extrêmement importants pour les jeunes générations. Donc, avant de résumer un tout petit peu ce qu'on s'est dit, je voudrais dire deux choses ou trois choses. C'est, notons, première chose, que la catégorie des jeunes ou la catégorie des étudiants n'est pas homogène. Et donc, on le sait dans cette publication, il faudrait qu'on regarde de plus près, en fait, l'influence des spécialités sur les attentes et les ambitions des étudiantes et des étudiants, notamment du côté des écoles d'ingénieurs. Notant également que la notion d'ambition classique, au sens de la rémunération et de l'évolution professionnelle, est sans doute en train de changer avec d'autres types d'aspirations écologiques et sociales, et ça, on va l'interroger dans la table ronde numéro 2. Mais effectivement, il y a une question qui se pose, et qui est la question de comment inclure les questions liées à la planète et à l'altérité dans des considérations qui sont des considérations professionnelles. Pour finir, on peut résumer la chose sur ces trois résultats qui nous semblent importants dans ce baromètre. 1, les stéréotypes de genre sont persistants pour les étudiantes et les étudiants. 2, les femmes sont plus nombreuses à se déclarer ambitieuses, et ça c'est un point fort de l'étude, parce qu'il faut que les employeurs puissent répondre à ces ambitions. Et 3, les étudiants et les étudiantes sont en attente de sens et d'équilibre, faisant évoluer les marqueurs de l'ambition. Donc comme on l'a dit, l'ambition classique est sans doute en train d'évoluer, mais évidemment, on va en discuter aussi lors de la table ronde numéro 2. Là, on termine la présentation, on a le temps de prendre quelques questions. Peut-être avec toi, Chloé, s'il y a des questions qui sont posées dans le chat, on va y répondre avec Pascal. Absolument, c'est le moment où je refais mon entrée en plateau. Tout à fait. On vous laisse le temps de nous remonter dans le chat les questions que vous pouvez avoir à l'issue de cette présentation. On sait qu'il faut toujours un petit temps pour écrire sur le clavier, je vais y arriver, donc n'hésitez pas. En attendant, pour vous, Pascal et Tanguy, qu'est-ce qui vous a marqué le plus finalement sur l'analyse de ces chiffres ? Alors évidemment, on est toujours, parce que le cœur de ce baromètre, c'est de cartographier les stéréotypes. On est toujours frappé par la persistance des stéréotypes. Et effectivement, moi enseignante, quand j'interroge plus directement les étudiants en cours, tous nous disent, répondent, mais non,
nous, on n'est pas porteurs de stéréotypes, c'est la génération d'avant, hein, ils le disent délicatement, mais considèrent qu'ils s'éloignent de plus en plus de ces stéréotypes en manifestant des valeurs, des aspirations d'égalité. Hein. Et pourtant, quand on creuse les résultats, on voit que oui, ces stéréotypes sont bien persistants et qu'il faut continuer à intervenir, à sensibiliser sur leur existence et leur impact. Moi, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire en fait, quand on interroge, quand on demande à votre avis, c'est quoi les stéréotypes qui sont les plus structurants et qui sont les plus marqués, les plus ancrés, les étudiantes et les étudiants savent généralement répondre. Ils répondent tout de suite la liste en fait qu'on a indiquée là. Donc on voit bien en fait que ces stéréotypes qui sont dans l'enquête sont extrêmement ancrés dans les croyances sociales et que c'est vraiment sur eux qu'il faut insister pour essayer de sortir de là, parce que évidemment ça a des incidences. Donc en fait, il y a de savoir partagé ou qui circule toujours, et je suis d'accord avec Pascal, les jeunes générations en fait n'arrivent pas à s'extraire de ces stéréotypes malgré ce qui est dit. Alors en fait qu'il y a des mouvements sociaux et sociétaux qui pourraient émanciper beaucoup plus cette génération. Je pense à MeToo, etc., où on a vraiment on a eu des gages importants, et pourtant ça semble extrêmement compliqué. Donc on voit aussi que c'est pas uniquement à l'école qu'on peut le faire ou dans les universités, c'est effectivement vraiment bien en amont qu'il faut travailler sur ces stéréotypes. Ça fait une écho à une question qu'on a eue qui était est-ce qu'il y a eu une évolution des stéréotypes par rapport aux précédentes éditions du baromètre? Est-ce que vous nous disiez, c'est qu'à minima on constate qu'il y a une... Alors, ça stagne? J'aurais envie de répondre, malheureusement non. Ouais. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à agir, mais on le sait, hein, les stéréotypes sont... c'est quand même c'est un facteur très profond, ancré dans nos sociétés, qui dépasse l'enseignement hein, et l'apprentissage, hein, qui fait partie de nos vies, du système éducatif et de la société en général. Donc forcément, ça ne peut pas changer rapidement. Donc il faut continuer à sensibiliser les étudiantes et les étudiants. On a une autre question qui est combien de grandes écoles aujourd'hui ont des cours sur le management de la diversité? Alors, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que c'est toujours aussi, c'est quelque chose on avait tenté de le faire à un moment. C'est quelque chose qui est très, très difficile une statistique très difficile à établir. Alors, pour deux raisons. La première, en fait, on a des cours qui intrinsèquement, je pense aux cours de RH, hein, par exemple, vont aborder la question de la diversité. Donc, je dirais toutes les écoles qui ont un cours de RH, à un moment, vont aborder ces questions-là. Donc là, on serait à 100%. Et puis, il y a des écoles qui sont plus moteurs, qui développent des programmes spécifiques hein, de sensibilisation aux stéréotypes et à leur impact, et à d'autres thématiques sur l'autocensure professionnelle, sur d'autres aspects. Et c'est vrai, c'est parfois difficile de le détecter, ça, de collecter l'information. Donc, je ne peux pas donner de statistiques précises. Il n'y a pas de statistiques, mais nous, on a fait un annuaire, en fait, où on regroupe les formations en fait, d'enseignement supérieur, où on trouve les formations à la diversité et à l'inclusion. Et je suis d'accord avec Pascal, c'est difficile à voir parce qu'après, il va y avoir des modules, etc. Donc, ça dépend de chaque établissement. Mais quand même, moi, j'observe un mouvement qui va un tout petit peu vers l'ouverture à la diversité et l'inclusion, où on considère en fait que ces deux éléments participent du management et qu'ils ne sont pas en fait distincts de ce qu'on appelle le management. Donc ça, c'est intéressant parce que en fait, ça va former, on espère, des nouvelles manageuses, des nouveaux managers aussi à intégrer ces questions comme étant des questions de management et pas des questions déliées et relatives au monde social, par exemple. On voit que la question de l'ambition interpelle, alors je vais en coupler deux. Une première qui demande si le nombre de femmes qui ont répondu au sondage, est-ce que ça biaise pas finalement les différences observées? Et est-ce que vous avez des éléments d'explication sur l'évolution de l'ambition projetée par les femmes? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette tendance, ces évolutions? Alors bien sûr, on le sait et on l'affirme dès le départ, hein, que dans notre échantillon, il y a une surreprésentation des femmes. Mais quand on a ce type d'échantillon, on a évidemment fait tous les tests statistiques pour montrer qu'il y avait quand même une surreprésentation des femmes qui se déclarent ambitieuses en tenant compte de leur surreprésentation dans l'échantillon. Donc il y a quand même une affirmation très nette de l'ambition des femmes. Et ça, c'était une intuition qu'on avait qui nous a poussé à creuser cette thématique dans cette troisième édition et qui réellement se confirme. Après, voilà, comme on le dit, hein, et ce qui rejoint les travaux sur ce concept, c'est que cette ambition ne va pas se manifester tout à fait comme elle est décrite
parfois uniquement comme une aspiration à une ascension professionnelle. Et on voit que d'autres aspects, d'autres marqueurs interviennent. Oui, c'est ça. Et en fait, cette ambition, c'était aussi l'objectif de la matinée, c'est d'essayer de discuter cette question qui est en réalité toujours invoquée, quand on parle d'égalité professionnelle notamment, et qui circule beaucoup, hein, que ce soit dans les universités, les grandes écoles, le monde politique, et puis chez les employeurs. Mais en fait, le sens de l'ambition est extrêmement difficile à énoncer. Donc, en fait, c'est aussi une ouverture, cette publication, qui doit nous permettre en fait de travailler sur cette question-là et de mobiliser en lien avec l'ambition les notions de confiance en soi, par exemple, ou d'écoute, voilà, pour articuler cet ensemble-là. Et donc, finalement, nous, on a envie d'aller plus loin aussi et de continuer à travailler sur cette notion-là. Et finalement, la publication elle sert un peu à défricher la question et à ouvrir des pistes de recherche qui nous semblent vraiment fécondes pour la suite. Sur une question d'ouverture peut-être, donc on voit des similitudes entre les femmes et les hommes au niveau de l'ambition, des attentes. Alors, deux questions en fait. On a une personne qui nous demande si quand dans les ambitions on dit atteindre un salaire correct, est-ce qu'on est sûr que les femmes et les hommes parlent du même montant. Et ensuite, sur la partie après l'école, finalement, est-ce qu'on a des éléments sur les attentes des décideurs en place, donc les RH, les directions qui vont embaucher ces étudiants et étudiantes? Est-ce qu'il y a une corrélation finalement? Alors, je vais me permettre sur la question des salaires. Déjà, on s'adresse à des étudiants. Donc, on n'est pas, évidemment, on n'a pas, comme on trouve régulièrement dans les travaux sur les inégalités, on n'a pas de mesure de salaire parce que c'est une aspiration. Alors, on ne le fait pas d'un bord net parce que ce n'est pas son objectif, mais pour ma part, j'ai travaillé justement sur la valeur salariale auto-attribuée que les étudiants s'auto-attribuent. Est-ce que les hommes et les femmes s'attribuent la même valeur? La question que j'ai posée, c'est dans ma recherche, c'est justement, c'est pas comme ça qu'il faut la poser, c'est la question non pas du sexe, mais du genre. Et on voit que finalement, on a cette différence dite homme-femme quand les personnes sont très porteuses de stéréotypes. Donc il y a un vrai lien entre les stéréotypes et la valeur salariale qu'on s'auto-attribue. Pour la première partie de la question. Et la deuxième partie, c'était les employeurs, c'est ça? C'était les attentes des décideurs qui vont embaucher ces étudiants et étudiantes. Mais en fait, il y a pas mal de programmes de stéréotypes de sensibilisation, il y a pas mal d'éléments de sensibilisation côté employeur sur les stéréotypes, etc., qui sont déjà en place. Quant à savoir leurs attentes, j'aurais un peu de mal à répondre là-dessus. Tout ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'on sent que les organisations sont de plus en plus sensibilisées à ces questions-là. Et que donc, effectivement, la publication doit aussi, eux, les faire réfléchir pour se dire, est-ce que cette ambition, il faut que je la questionne et que je la reproblématise selon ce que je suis en train de faire, que je la reproblématise aussi selon, évidemment, les gens qui sont employés, selon les métiers, etc., et selon la mixité ou non, l'égalité, etc., au sein de mon organisation. Donc, en fait, finalement, c'est plutôt un élément pour eux de problématisation et de questionnement pour pouvoir essayer de correspondre au mieux aux aspirations. Parce que quand même, ce que la publication montre, c'est que les femmes se déclarent ambitieuses, même si elles sont plus nombreuses dans l'échantillon, mais quand même, c'est marquant. Donc il faut répondre à cette notion-là, et donc il faut faire aussi évoluer, je pense, les mentalités sur ce que c'est que l'ambition, avec une articulation, à mon sens, d'ambition qui sont liées à des enjeux environnementaux et sociaux. Ok. On a 1 minute pour une dernière question. Est-ce qu'on a fait une analyse sur la persistance des stéréotypes dans les milieux professionnels par rapport au milieu étudiant? Alors, à ma connaissance, il existe une étude qui a été faite par Patrick Sarlinski, qui d'ailleurs qui se recoupe avec nos résultats. Mais je ne sais pas si cette étude a été actualisée, parce qu'elle date de quelques années avec IMS Entreprendre pour la Cité. Exactement. Et une étude de référence. Qu'on cite d'ailleurs dans la publication. Tout à fait. Okay. Donc, c'est des résultats que vous allez pouvoir retrouver en parcourant cette publication. Un immense merci, Pascal et Tanguy, pour la présentation de ces résultats. Tout de suite, on vous propose de passer à une table ronde qui va nous permettre de creuser ces sujets un peu plus en profondeur. C'est une table ronde qui va porter sur l'évolution des stéréotypes genrés et leur prise en compte dans les programmes. Pour l'enrichir, on aura le plaisir d'accueillir Anna Biosk, qui est étudiante en école d'ingénieur à Télécom Nancy et qui est présidente du BNEI, donc le Bureau national des élèves ingénieurs. On aura aussi le plaisir d'accueillir Annette Vire,
qui est directrice expérience étudiante à l'EFRE, qui est une école d'ingénieurs du numérique. Et on aura aussi avec nous Robin Yound, qui est directeur TSE. Donc TSE, on parle de transition socio-écologique, et directeur de la fondation ESC Clermont. On vous retrouve dans quelques instants. Merci à tous les trois d'avoir répondu présent à notre invitation. On est ravis de vous avoir avec nous. Je vais commencer, alors peut-être pour resituer, parce que pour moi c'est une évidence, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Anna, Robin et Anne. Donc on le disait, Anna, tu es étudiante en école d'ingénieur et aussi présidente du BNEI. Exactement. Robin, tu es à l'ESC Clermont et directeur TSE et directeur de la fondation. Et Anne, tu es directrice expérience étudiante à l'EFRE. C'est ça. Donc, on a vu que les résultats du 3e baromètre, ils montrent vraiment une prégnance des stéréotypes, une persistance des stéréotypes de genre. Pour rappel, sur les compétences stéréotypées du côté des femmes, on a vu qu'on leur attribuait plus d'empathie, d'écoute, de sensibilité. Et puis pour les hommes, plus de confiance en soi, de gestion du stress, d'autorité et de leadership. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces résultats? Est-ce que vous êtes surprise par ces chiffres-là? Peut-être qu'on peut commencer par toi, Anna. Ouais. Ce que ça m'évoque, beaucoup de vérité en soi. Enfin, il y a souvent, quand on m'a posé la question de est-ce que vous associez certaines compétences à un genre, automatiquement la plupart des gens vont dire non. Et en fait, quand on fouille un peu, il y a quand même des compétences qui restent genrées énormément. Et ça m'étonne pas du tout parce que je pense que même soit en tant que personne, on a tendance à s'auto-catégoriser et que moi en tant que personne ça m'est déjà arrivé et d'autant plus en tant que femme, et ça dépend aussi du milieu dans lequel on évolue. Je vais parler pour le milieu ingénieur du coup, mais qui reste quand même assez masculin. On est à 28% de femmes dans le milieu ingénieur. Il y a aussi beaucoup des fois cette volonté en tant que femme, quand on évolue dans un milieu masculin, d'essayer de correspondre au milieu dans lequel on évolue et du coup de se masculiniser entre gros guillemets, si je peux dire ça comme ça, masculiniser justement les compétences qu'on s'associe, donc pour correspondre et se trouver une place en fait dans le milieu dans lequel on évolue, ce qui est assez logique en tant que tel, mais ouais, ça me choque pas plus que ça, quoi. Ok. Robin, pour toi? Ouais, pareil, pas particulièrement étonné. Pour moi, ça souligne bien ce qu'on trouve déjà dans les stéréotypes, dans le contenu des stéréotypes de genre dans l'ensemble de la société. Les étudiants étant une partie de cette société et étant socialisés. Alors, et puis en plus, il peut y avoir des sélections ensuite. Pourquoi je m'oriente plutôt vers les écoles d'ingé? Parce que c'est plutôt masculin, je me catégorise comme étant plutôt masculin, donc je vais coller finalement à cette image-là. Et du coup, les étudiants étant des humains français dans une société française, ça ne m'étonne pas particulièrement qu'on retrouve le contenu des stéréotypes chez les étudiants également, quoi. On n'a pas précisé que tu es docteur en psychologie sociale et que tu as déjà eu l'occasion de travailler finalement sur ces thématiques un peu en creux. Quelle comparaison tu peux faire avec tes précédents travaux? Ça, en fait, pour moi, ça c'est vraiment ce qu'on observe déjà dans le stéréotype. Alors nous, on étudiait surtout du coup en sciences sociales les étudiants issus des sciences sociales, université, sciences de l'homme. Et en fait, ça, on l'avait aussi. Et ouais, c'est ça. C'est qu'au final, on se rend compte que les gens vont aussi s'auto-stéréotyper en fonction de la prescription sociale qu'il y a. Et c'est prescrit par le contenu du stéréotype. Et au final, on voit quelque chose qui boucle. Et on reproduit le contenu et le schéma, finalement. Ouais, ok. Et Anne, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque comme résultat? Je dis ça avec beaucoup de sourire, on est d'accord que ce n'est pas des résultats très positifs, mais c'est en qualité d'animatrice. Alors oui, c'est un petit peu désolant. Enfin, je le constate en école d'ingénieur, puisque je travaille dans une école d'ingénieur et j'y enseigne. On a 23% de filles seulement dans l'école et c'est vrai que les métiers pour lesquels les élèves sont formés sont plus stéréotypés masculins, puisque c'est une école d'ingénieurs en informatique, numérique.
C'est bien désolant. Maintenant, je trouve que c'est important d'en parler et de le souligner. Et c'est pourquoi je présente le baromètre égalité femmes-hommes chaque année. Je suis attentive à faire des événements réguliers pour parler égalité femmes-hommes, pour justement montrer qu'on est attentif au sujet et qu'on veut y remédier et en tout cas ne pas rester sur des idées préconçues. Voilà. Donc on voit que finalement il y a une importance d'agir sur le sujet, de le construire en tant que sujet aussi. Ça, vous, qu'est-ce que vous avez observé en termes de manifestation des stéréotypes de genre dans vos établissements respectifs? À quel moment est-ce que vous avez l'occasion d'observer que là il y a quelque chose qui se joue au niveau des stéréotypes? Et ma question secondaire, ça sera justement comment sont reçues les initiatives que vous portez pour essayer de corriger finalement ce qui est vecteur d'inégalité. Peut-être Anne. Oui, déjà dans la manière dont les élèves se partagent les tâches dans les projets, parce que j'interviens beaucoup sur les projets d'innovation, les projets entrepreneuriaux, et c'est vrai que déjà il y a une ou deux filles dans chaque équipe et souvent elles sont affectées aux tâches de rédiger les slides, parfois de présenter, de communiquer, de s'occuper de tout ce qui est business plan, marketing, etc. Et les tâches plus techniques, les garçons se les approprient plus volontiers. Ça se manifeste aussi parfois de manière tout à fait frontale. On fait pas mal d'événements, de tables rondes comme celle-ci, mais devant des amphis de 300 étudiants. Et j'ai le souvenir d'une table ronde où on parlait justement stéréotypes de genre et on questionnait les élèves sur des idées préconçues toutes simples, comme est-ce qu'une femme est plus à même de rester à la maison pour s'occuper des enfants, pourquoi cela, etc. Où on a eu des oppositions frontales, des garçons extrêmement convaincus de ce qu'ils racontaient. Et le dialogue qui s'en est suivi a été vraiment constructif. Vraiment, c'était pas forcément pour essayer de convaincre ces garçons-là, mais pour tout le reste de l'audience, en fait, était du coup captivé par le débat, parce qu'il y avait un vrai débat, et pouvait ainsi se faire une opinion et peut-être questionner des idées reçues qu'ils avaient eues de leur culture, de leur famille, etc. Et là, j'ai eu l'impression vraiment de faire avancer les mentalités. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu as utilisé le mot de dialogue, là où on a l'impression que parfois c'est des sujets tellement clivants qu'on n'arrive pas à se parler, en fait. Et l'aspect de pas forcément faire changer d'avis des personnes, mais en tout cas faciliter des prises de conscience, ça, on sait que ça fait partie des mécanismes qui permettent en fait d'avancer et de parler aux gens qui sont très réfractaires. On sait que ça ne va pas forcément marcher, mais ceux qui sont encore au milieu, finalement, pour toi, c'était une vraie opportunité, finalement, ce moment-là. C'est ça. On a vraiment réussi à ne jamais rompre le dialogue, à jamais rester chacun dans son camp et couper la communication. Et là-dessus, voilà, c'est devenu ensuite ma ligne directrice. J'ai animé d'autres débats ensuite et c'est devenu ma ligne directrice pour... Parce qu'il y a la confrontation positive, mais il y a aussi toutes les personnes qui écoutent et qui, grâce à ça, peuvent faire leur chemin dans la compréhension du problème. Et, voilà. Et Robin, pour toi, alors, où est-ce que tu as observé ces dynamiques-là? Quand on échange avec les étudiants, on voit que tous vont déclarer un souhait ou une volonté de non-discrimination ou d'équité, et parce qu'on a une norme de non-discrimination. Et en fait, quand on regarde dans les actes, c'est pas ce qu'on voit. Et voilà, même chose, les étudiants hommes vont plutôt s'orienter vers la création d'entreprises, les femmes plutôt vers le monde associatif. Dans les assos, les femmes vont plutôt avoir des tâches stéréotypées féminines de ce qui ressort de l'étude, et les hommes plutôt l'inverse. Et donc on voit que ça a des effets sur les choix d'orientation, finalement sur les choix de carrière, on voit aussi sur les choix d'options, en fait, sur le master. Et exactement ça, quoi. Les femmes vont plutôt aller sur le marketing, les hommes plutôt vers la BI, par exemple.
ABI. Business Intelligence. Ok. Pardon. Merci. Moi, je Ou suis la allée data, à l'université faire une fac de lettres, donc c'est un monde que je découvre. Ou sur la data, par exemple, et typiquement, la data, c'est stéréotypiquement masculin. Les hommes ont la base des maths, dans le stéréotype, qu'on s'entende. Et du coup, on voit que ça influence véritablement les choix d'orientation, quoi. Ouais. Donc pour moi, ça a des effets très, très importants. Ouais. Non seulement tu les constates finalement, mais tu es capable de pointer quelles conséquences ça va avoir. Ok. Et toi, Anna, en tant que cette expérience étudiante que tu incarnes? Ouais, en plus, moi, je suis dans une école qui est très masculine. Pareil, je suis dans le numérique. Ouais, il y a environ 10% de femmes dans les promos, ce genre de choses. Mais de manière globale, en tant que président du BNI, on voit que ça se reflète en fait dans toutes les strates des écoles d'ingénieurs. On pourrait citer par exemple la parité au niveau des équipes pédagogiques et aussi la manière dont les rôles sont attribués en soi. Dans une école du numérique, je vois que les SHS, donc les sciences sociales, sont principalement enseignées par des femmes. Mais quand on arrive à des matières plus techniques, plus dans l'info, c'est globalement uniquement des hommes. Voilà, ça se reflète partout et on en parlait du milieu associatif, mais ça se reflète aussi énormément. Et aussi au niveau de l'ambiance globale, et on pourra parler ensuite de lutte contre les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles, mais c'est aussi un climat général qui n'est pas égalitaire en tant que tel et qui ne se voit pas forcément, mais les écoles d'ingénieurs et les écoles de management, les grandes écoles de manière globale, ont un climat assez particulier d'entre-soi parfois, parce que c'est plus ou moins des effectifs restreints, où c'est un climat assez particulier et potentiellement assez masculin, donc ça se reflète partout en réalité. Okay. Tu as commencé à aborder quelque chose d'intéressant, c'était de parler des équipes pédagogiques. Là, évidemment, le baromètre se concentre sur la perception des étudiants et étudiantes, mais finalement, ils ne sont pas en vase clos dans les établissements qu'ils fréquentent. Est-ce que c'est des sujets que vous avez l'occasion d'aborder avec les équipes pédagogiques? Est-ce que vous avez mis en place des actions de sensibilisation et si oui ou non, d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous l'avez fait ou pas fait? Alors oui, on va mettre en place justement une action de sensibilisation, une demi-journée de sensibilisation de toute l'équipe enseignante permanente de l'EFRAY. Ça, c'est issu d'une initiative que j'ai menée qui s'appelle EFRAY for Women, où on a réuni un panel de jeunes filles de l'école pour comprendre. La question de départ, c'était comment est-ce que l'école peut mieux vous accueillir. Donc, au début, ces jeunes femmes disaient tout va bien, merci pour tout ce que vous faites pour nous, ça. Et puis, quand on libère la parole, on s'est rendu compte qu'il y avait en effet un certain sexisme, en tout cas une adhésion à un certain stéréotype de genre aussi du côté des enseignants. Alors que les enseignants sont censés montrer l'exemple et instaurer donc un climat d'équité dans la classe. Donc ça nous a paru important de prendre les choses en main et donc de lancer cette action de sensibilisation. Voilà. Et donc ce groupe de parole, en fait, on peut l'appeler comme ça, qu'on a appelé Focus Group, a perduré et c'est ensuite prolongé par des soirées Free for Women où on faisait venir aussi les alumni, ouverts à tous et toutes, pour favoriser le réseautage entre filles, parce que quand on est 10%, 20% de femmes dans une école, trouver des copines, des amis, c'est plus difficile. Donc voilà, leur offrir un cadre bienveillant pour aussi réseauter, c'est important. Ok, merci. Toi, Robin, comment ça se passe à l'ESC Clermont sur les équipes pédagogiques? Alors, on a formé un bon nombre d'enseignants à la fresque de la diversité pour qu'ensuite ils puissent intervenir au niveau des étudiants, mais aussi au niveau des collaborateurs à tout niveau, donc enseignants comme administratifs. Et du coup, en créant ma fonction, là, il y a 1 an et demi, on en parlait tout à l'heure, moi, du coup, je suis également référent sur toutes les questions de discrimination au niveau des étudiants. Donc, je peux être une ressource pour les enseignants s'il y a un besoin, mais surtout pour les étudiants. Et donc, on est vraiment en fonctionnement de porte ouverte et on considère que chaque personne a finalement plusieurs identités, donc plusieurs stéréotypes qui peuvent, négatifs ou positifs, qui peuvent la viser.
Et donc comme ça, on essaye d'avoir un accompagnement au plus global des étudiants. Et puis, on a un gros dossier sur les VSS, on en parlera, mais voilà, du coup, on est en train de monter quelque chose de structuré aussi à ce niveau-là pour pouvoir agir. Alors, VSS dans un premier temps, et puis l'idée, c'est de l'étendre après à d'autres formes de discrimination. D'accord, ok. Donc partir des violences sexistes et sexuelles, et puis ensuite aller plus loin. Ouais. Okay. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à tout moment dans le chat, à commenter aussi, parce que je pense que ça intéressera nos intervenants et intervenantes, ou à poser des questions. On aura un temps à la fin, donc vraiment, n'hésitez pas. Toi, Anna, est-ce que tu peux nous partager des choses sur ton expérience ou des choses qu'on t'a remontées sur, en fait, finalement, les relations avec l'équipe pédagogique et ces sujets de stéréotypes de genre? Parce que tu nous parlais de la répartition genrée, finalement, qu'on connaît finalement assez bien sur le type de matière qui est enseignée, mais sur les interactions, par exemple, ou les commentaires, comment est-ce que ça se passe? Ouais, clairement. Je pense que c'est essentiel non seulement d'aller sensibiliser les équipes pédagogiques, parce qu'on le disait tout à l'heure, mais en fait, les stéréotypes de genre, ils sont partout dans la société. C'est des choses qui sont assez ancrées en nous, et même en tant que femme, c'est des choses qui sont ancrées en nous. Il y a la prophétie autoréalisatrice. Mais du coup, pourquoi l'équipe pédagogique n'y serait pas confrontée après tout? Enfin, c'est des gens comme les autres. Du coup, c'est essentiel d'aller les sensibiliser là-dessus dans un premier temps. Et je pense aussi que c'est essentiel d'aller les former à la gestion des cas à la fois de violence sexiste et sexuelle, mais à la fois juste des cas de sexisme ordinaire en tant que tel, parce que c'est pas simple et c'est pas évident de prendre en charge ce genre de cas. Et l'équipe pédagogique, à la fois l'équipe administrative, mais aussi l'équipe pédagogique, sont potentiellement un point de relais pour les étudiants, pour juste raconter leur histoire, ce qui s'est passé, etc. Et ouais, prendre en charge les cas de sexisme, autant au niveau de la victime que de l'agresseur ou l'agresseuse, parce que c'est aussi des élèves qui doivent être pris en charge pour ne pas les laisser à eux-mêmes. Donc ouais, je pense qu'il y a aussi une question de la formation de manière globale et de l'intégration dans la politique de l'école. Et c'est pour ça qu'on parlait des référents égalité. C'est important que du temps leur soit libéré, qu'ils puissent s'y mettre pas à plein temps, mais pas faire ça sur leur horaire de travail et puis en dilettante, etc. Donc voilà, c'est important que ce soit mis en lumière aussi de ce côté-là. Je peux ajouter un point, justement par rapport à ce que tu disais au tout début, que les enseignants sont des gens comme les autres. En fait, il y a pas mal d'études qui ont souligné que les stéréotypes s'activent automatiquement et du coup, c'est incontrôlé. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un qui appartient à une catégorie sociale, quelle qu'elle soit, automatiquement en mémoire, je vais activer les stéréotypes qui sont associés, même si j'y adhère pas. Du coup, je vais y associer toutes les caractéristiques qui sont associées. Et après, ça demande un effort conscient de bloquer et donc de ne pas adhérer. Et donc finalement, voilà, si je suis fatigué, si j'ai une dure journée ou n'importe quoi, et ben je vais être amené à fonctionner de manière automatique finalement. Et donc on le voit bien, les enseignants justement, ça prend de la ressource cognitive aussi d'enseigner, donc ça baisse un peu aussi les défenses quoi. Et donc c'est pas volontaire, s'il y a des cas, c'est pas volontaire en tout cas. Ouais, en fait, j'ai l'impression que dans les sensibilisations qu'on peut avoir sur les stéréotypes de genre ou les biais, il y a une grosse partie qui vise à faire comprendre que c'est rarement des postures actives ou malveillantes, par exemple, et qu'en fait, oui, notre cerveau fonctionne comme ça parce que ça nous fait gagner du temps, mais que justement, prendre du recul et avoir cette vigilance, finalement, c'est quelque chose qui se travaille. D'où la formation, l'importance de la formation. Ouais. Et les postures, les postures actives dans l'absolu peuvent aussi exister, et c'est aussi important de pouvoir prendre en compte ces cas-là, et que l'étudiant ou l'étudiante est quelqu'un vers qui se tourner, parce que si c'est quelqu'un de l'équipe pédagogique, il peut être un peu perdu et ne pas savoir, du coup il faut savoir vers qui se tourner de manière globale. Ça, c'est aussi des choses qu'on porte au BNI. Ouais, identifier les personnes ressources. Il y a beaucoup d'associations au niveau du territoire qui font ça, au local. Il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas forcément assez mises en valeur de ce côté-là aussi. Quand on a préparé cette intervention ensemble, on a abordé la question de la notion de gender mainstreaming, donc l'approche intégrée de l'égalité qu'on a vu apparaître principalement dans les politiques européennes, mais qu'on voit maintenant finalement se diffuser dans les pratiques. C'est une pratique qui vise à intégrer les sujets, les enjeux de l'égalité à tous les niveaux, auprès de tous les acteurs. On a abordé la question de la formation. Vous, quelles opportunités est-ce que vous voyez finalement pour aller plus loin et essayer d'en faire un sujet global ?
Je vous laisse. Vas-y. Moi j'ai parlé avec donc la CPED il n'y a pas longtemps qui portait. Tu peux préciser CPED c'est là. Je sais plus exactement c'est quoi l'acronyme, mais c'est les référents égalité diversité, la commission des c'est ça. Égalité diversité. Qui portait, eux, la création d'un vice-président, donc vice-président d'université ou vice-président d'école, qui soit justement en charge des questions de diversité, comme il peut y avoir des vice-présidents en charge des questions de formation. Et c'est quelque chose qui permettrait justement d'inclure cette approche intégrée parce que ça la mettrait dans la politique générale de l'école et il y aurait une personne qui serait dédiée à ça, en plus des éventuels référents et référentes, qui sont en général des personnes très très sensibilisées mais qui n'ont pas forcément la marge de manœuvre pour intégrer ça directement dans la politique de l'école et du coup à toutes les strates de l'école au niveau formation, au niveau associatif et tout. Donc ça c'est potentiellement quelque chose qui peut être efficient et apporté, quoi. Ok. Alors, pour ma part, je crois beaucoup aux projets transverses. D'ailleurs, c'est à ce titre-là que j'ai rejoint les Frais, c'est de mener toujours des projets avec des représentants de toutes les parties prenantes de l'école, donc évidemment des élèves, des enseignants, des membres du staff administratif, parfois les parents d'élèves, parfois des alumni également, des enseignants qui viennent aussi d'autres, qui sont extérieurs, qui enseignent aussi dans d'autres écoles, c'est souvent très riche, justement pour avoir tous les points de vue, mais quel que soit le sujet. Je le fais pour notre groupe de travail EFRAY for Women, mais je le fais également pour des groupes de travail comme Bien communiquer avec les élèves ou EFRAY for Good, pour faire en sorte qu'on ne s'enferme pas dans sa vision à soi de la problématique, mais toujours ouvrir et demander aux autres plutôt que supposer avoir les réponses. Vous faites en sorte de ne pas travailler en silo et de croiser les regards finalement. C'est ça. Oui. C'est quelque chose de facile à faire, d'évident à faire sur l'animation de ces groupes-là. Comment est-ce que tu le vis, toi ? En fait, ça a été mon challenge, parce que je suis arrivée en plus avec un titre rigolo, Chief Happiness Officer. Les fameux. Voilà. Et donc, mon rôle, c'était vraiment de désiloter l'organisation qui grossissait, puisque quand je suis arrivée, il y avait moins de 100 personnes. Maintenant, il y a plus de 250, 270, je crois. Et donc, les gens commençaient à travailler en silo parce que les équipes grossissant, etc. Donc, c'était important de faire en sorte que les équipes se parlent sur tous les sujets et pour fluidifier les process, en fait. Donc, mon premier projet, je l'ai appelé Bien vivre ensemble. Ensuite, c'était Bien communiquer avec les élèves. Ensuite, j'ai pris la casquette expérience étudiante mais toujours seule dans mon équipe. Maintenant, j'ai une personne qui m'a rejointe, mais parce que mon équipe, en fait, c'est l'école entière et c'est dans l'école que je vais chercher les ressources pour avancer sur les projets. C'est la responsabilité de tout le monde au final. Voilà, c'est ça. Et pour en venir à l'égalité femmes-hommes, c'est vraiment important que chaque partie prenante puisse entendre les retours des étudiants et pas que moi, pour pouvoir avancer et construire un plan d'action. J'en ai pas parlé, mais je pense que tous, on peut en parler. Pour déconstruire les stéréotypes, il faut remonter aussi un peu en avant. C'est pour ça que les Frais est engagé avec Elle Bouge, pour avoir des marraines qui vont déconstruire les stéréotypes au niveau lycée, collège. Maintenant, Elle Bouge va même en primaire. Et puis, on a créé notre propre unité avec un projet qui s'appelle Programme Heure, où on invite des lycéennes, des collégiennes pendant une semaine à l'école. Elles travaillent comme si elles étaient étudiantes à l'école pour se représenter ce que c'est que la programmation, le numérique. Donc vous agissez finalement en amont sur différentes sphères de socialisation, parce qu'on sait que les stéréotypes, ils viennent aussi de ces sphères-là. Oui. Okay. Et toi, Robin, sur une approche intégrée ? Eh bien, un peu tout. En fait, on a intégré ces questions-là dans notre plan stratégique.
Moi, je suis au comité de direction, donc ça permet aussi de remonter les différentes infos et de réfléchir ensemble au niveau de la direction à ce qu'on peut mettre en place. Et ensuite, on travaille avec toutes les parties prenantes de l'école. On a créé un board d'étudiants en fait pour qu'on puisse communiquer en direct de manière plus facile. Et du coup, on a des temps en fait d'échange avec les différentes parties prenantes. Et alors au sens large, on travaille aussi avec les entreprises qui accueillent les étudiants. On travaille avec les assos en fait locales. L'idée, c'est de se dire que nous, on ne sait pas tout faire. Et notre rôle, ça va être d'orienter vers les acteurs du territoire qui savent faire. Et il y en a en fait. Donc aujourd'hui, on a réussi à recenser sur chacun des domaines de discrimination. Ça laisse pas de choix sur tous les trucs, mais en tout cas, ça nous permet de savoir orienter et du coup d'agir avec eux. Et voilà, et derrière, ça nous permet de construire, d'échanger. On est en train là, de monter ce qu'on a appelé Feel Good Campus. À la toute base, quand on avait réfléchi, c'était uniquement pour travailler sur le bien-être physique et mental. Et on se dit qu'au fur et à mesure, on peut travailler sur d'autres thèmes. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner étudiants, salariés, globalement étudiants salariés, mais aussi derrière d'autres parties prenantes sur l'ensemble de ces questions. Ça te fait réagir? Ouais, du coup, si je peux juste réagir là-dessus, il y a aussi la question de l'engagement étudiant. Il y a beaucoup d'initiatives étudiantes, notamment les frais, on en avait parlé, mais il y a beaucoup d'initiatives étudiantes là-dessus et c'est important de le valoriser, cet engagement. D'accompagner les étudiants aussi, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau... Enfin, s'engager, c'est pas forcément évident, j'en fais l'expérience, mais les accompagner aussi au niveau tutorat, au niveau plein de choses. Enfin, c'est un accompagnement qui est essentiel. Et en plus, sur des sujets aussi prenants que l'égalité de genre ou les LGBTQIA+, phobie, sur tous les sujets de diversité de manière globale, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant, mais qui peut être... plus ou moins compliqué à appréhender. Donc, c'est des initiatives qui sont essentielles, notamment, déjà à intégrer dans les initiatives globales de l'école et puis à valoriser de la part du corps pédagogique. Oui, d'ailleurs, en tant que référente égalité femmes-hommes, je suis ravie de vous annoncer que l'école est en train de constituer, enfin les élèves de l'école de l'Effray sont en train de constituer leur première association féministe. Ça, c'est beau. Voilà. Félicitations. C'est des choses qui existent, vous, dans vos établissements? Je ne me rappelle plus. Des assos féministes? Non, moi, pas du tout. Mais par contre, j'ai créé le poste de responsable prévention, parce qu'avant que j'arrive, ça n'existait pas. Mais du coup, je l'ai créé dans mon école. C'est quelque chose qui est en train de se démocratiser. Et en fait, il y a plusieurs manières de voir le problème. Soit l'impulsion peut venir d'en haut, du corps pédagogique, qui constate justement une ambiance... de sexisme ou des cas de VSS, etc. Ou l'impulsion peut venir d'en bas de la part des étudiants qui ont cette volonté de pousser la chose. Et dans les deux cas, il faut qu'on se retrouve au milieu à un moment. Donc voilà, c'est pour ça. Okay. J'ai une dernière question pour vous avant qu'on prenne les commentaires, les questions qui ont été posées dans le chat. Et sans empiéter sur la table ronde de juste après, on a vu dans l'enquête que la question de l'ambition, c'est quelque chose qui revenait. On a aussi alors encore une fois, on en avait parlé, la définition de l'ambition, c'est quelque chose qui reste flou. Mais on a vu que, par exemple, l'IFOP a montré que l'origine sociale était plus déterminante que le genre sur la faculté des jeunes à se projeter sur ces sujets-là. Là, on touche finalement sur des sujets qui sont en lien avec des approches intersectionnelles, c'est-à-dire prendre en compte des critères multiples et leur interaction les unes avec les autres. Anne, on a évoqué que vous, finalement, à l'Effray, tu faisais en sorte de croiser ces regards et donc de ne pas travailler en silo. Pour toi et pour vous deux, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme opportunité d'approche intersectionnelle, finalement, pour pas juste mettre des lunettes de genre et pas se préoccuper de ce qui se passe quand on est une femme racisée ou en situation de handicap, etc. J'aime bien faire des questions longues, vous pouvez prendre 10 secondes pour y réfléchir. Je peux y aller très rapidement. Déjà, on en parlait, mais il y a peut-être la question de la notion de l'ambition qui est à réévaluer. Qu'est-ce qu'on entend par ambition? Et est-ce qu'on a vraiment, à l'heure actuelle, envie de mettre la même définition de l'ambition qu'on pouvait avoir il y a quelques années? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'évoluer, justement, cette question de l'ambition? Notamment, les résultats du baromètre montrent qu'elle évolue, par exemple, chez les jeunes femmes, qui a plus une ambition d'agir pour le bien aussi, notamment sur les questions d'écologie, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut servir à l'approche intersectionnelle, dans les questions de genre ou non. Et il y a aussi la question
de l'orientation forcément vers ces filières-là qui est à prendre en compte. On parlait des rôles modèles, on parlait des interventions dans les lycées, du fait d'acculturer les collégiens, collégiennes et lycéens, lycéennes à ce genre de forme d'orientation. Ça peut servir pour les jeunes femmes qui hésitent à s'orienter vers des filières d'ingénierie ou des grandes écoles, mais pas que. On travaille notamment au BMI pas mal sur les jeunes en situation de handicap et on fait beaucoup de sensibilisation là-dessus. Donc voilà, la question de l'orientation et de prendre le sujet à bras-le-corps dès le début est aussi essentielle là-dessus, je pense. Mais, pardon. On a des étudiantes, pour le coup, qui travaillent avec des lycéens justement sur les questions d'ambition donc dans le cadre des cordées de la réussite, par exemple, dans l'idée justement, alors pas forcément oriente-toi à l'ESC, c'est pas du tout l'idée, mais c'est voilà, tu es dans un quartier, tu peux quand même faire des études, il existe plein de solutions, réfléchis à ton orientation, réfléchis à ton ambition, etc. Et également, je pense que c'est important de considérer, mais je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est important de considérer l'ensemble des identités, parce qu'on peut avoir des identités qui protègent sur un domaine, par exemple sur l'ambition, on peut avoir des identités qui du coup viennent être attaquées, et peut-être qu'on peut jouer aussi sur des leviers pour protéger en fait. Ouais, ok. Anne, est-ce que tu voulais compléter ? Ouais, toujours cette idée de projet transverse en fait, où on a créé une entité qui s'appelle Free for Good, où on travaille, alors pareil, de différents services, mais on a donc notre responsable RSE qui s'occupe également de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et des sportifs de haut niveau. On a une référente handicap, on a une référente ouverture sociale, vie étudiante, moi-même comme référente égalité femmes-hommes, et on travaille ensemble. Et quand on fait une journée sensibilisation handicap, on est toutes mobilisées pour cette cause-là. Quand cordée de la réussite également, quand on accueille des jeunes collégiens, on est tous mobilisés pour aider. Voilà, et ça permet en effet d'ouvrir, parce que les frais est un magnifique ascenseur social. Enfin, voilà, on n'a pas que des étudiants nés avec une cuillère en argent dans la bouche, et donc c'est important d'être aussi les garants du cadre, voilà, et de donner de l'ambition à tous ces étudiants, et pas qu'aux plus faciles, entre guillemets. Ouais. Je peux réagir Bien là-dessus. sûr. Parfait. Il y a aussi, on parlait du coup, mais le modèle des formations qui est proposé importe aussi. Il y a la question du modèle classe préparatoire qui n'est pas forcément un ascenseur social en tant que tel, de l'ouverture des formations et aussi du modèle des formations qu'on propose en tant que tel. Typiquement pour les questions de professionnalisation, on voit que le taux de jeunes femmes dans les filières en alternance est beaucoup plus bas, et on peut le lier notamment au fait que du fait que les femmes n'ont pas forcément cette confiance en elles suffisante pour se dire j'ai les compétences d'aller en entreprise tout de suite là maintenant, et du coup il y a des filières qui sont ouvertes comme les filières PhySea qui sont donc à la fois au début plutôt des filières en voie classique, et ensuite en voie d'alternance les années d'après. Et il y a aussi le modèle, ça c'est une vraie expérience, mais le modèle on prend le même diplôme et on change un peu le nom en rajoutant une composante management, et on voit que tout de suite les jeunes femmes s'y intéressent beaucoup plus. Et du coup des fois il faut un peu aussi jouer sur les compétences comme ça et la manière dont on le présente pour attirer plus de jeunes femmes qui au final se rendent compte que là c'est exactement la même chose, mais voilà, la question de la légitimité aussi, lever les freins et un peu jouer là-dessus aussi, ça peut servir. Je peux du coup pour compléter, parce que ça me fait penser aux effets de menace du stéréotype, par exemple, ou d'habillage de tâches. Typiquement, on se rend compte, alors si je prends l'exemple d'une étude, mais en fait ça marche en vrai, je vais dire. Par exemple, les femmes sont donc réputées mauvaises en maths, et on demande à des femmes de réaliser une tâche de maths en leur disant que c'est des maths, et donc on active le stéréotype. Là, forcément, la performance est moins bonne que celle des hommes. Mais en fait, si elles réalisent la même tâche sans qu'on leur dise que c'est une tâche de maths, mais c'est vraiment la même tâche, leur performance peut aller même être meilleure que celle des hommes, puisque du coup, il y a plein qui viennent aider les hommes sur le stéréotype de maths.
Et du coup, je trouve ça génial, cet habillage des tâches. Et ou du diplôme. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc à creuser. Oui, Ouais. oui, bah c'est pour ça qu'on a commencé par inclure une filière bio-informatique, où là, on a une proportion de jeunes femmes plus élevée. Et puis, développer les cursus programme expert, donc autre diplôme qu'ingénieur, avec des noms plus marketing, plus communication, plus management, où là aussi, on augmente la féminisation. Alors que ça reste la même chose, finalement. Alors que les cours sont les mêmes. Et ça, du coup, c'est des démarches qui sont venues. Vous vous êtes dit, OK, il y a clairement des autostéréotypes et en fait, les personnes se mettent des biais, on va aller lutter contre, ou c'est comment vous en êtes venu finalement à faire ce travail-là? C'est aussi un travail marketing, dans le sens où pour recruter les meilleurs étudiants, les meilleures étudiantes, il faut parler leur langage, et donc on s'adapte au marché et on parle leur langage et on les convainc aussi de cette manière. Cool. Dans notre 4e baromètre, on rajoutera finalement les résultats de ces expériences-là. Un grand merci pour vos retours, vos partages. Dans le chat, on a plusieurs réactions. On a plusieurs personnes qui confirment que la fresque de la diversité, c'est un bon moyen pour commencer à sensibiliser les étudiants, les étudiantes sur ce sujet. D'autres aussi qui confirment que s'appuyer sur des associations comme Elle Bouge, Femmes Ingénieurs, ça permet vraiment de sensibiliser aussi dès le collège et dès le lycée. On a une question qui porte sur le sexisme ordinaire, c'est-à-dire des petites phrases, des situations en cours entre élèves ou entre élèves et enseignants. La personne constate qu'on a des éléments de sensibilisation qui existent pour les choses les plus visibles, mais sur cette notion de sexisme ordinaire qui, on le sait, fonctionne de façon beaucoup moins ouverte, de façon pernicieuse, où on n'arrive pas forcément à l'identifier immédiatement comme étant du sexisme. Est-ce que vous avez été amené à penser des dispositifs qui permettent de contrer ces mécanismes-là? Alors, là, je vais exprimer un vœu, de la même manière que depuis mon arrivée à l'EFREJ, j'exprime le vœu qu'une étudiante ou un étudiant crée une asso féministe. Ça y est, c'est en cours, donc je suis ravie. Là, j'ai expérimenté une plateforme. Alors, on a une plateforme de signalement pour les remarques sexistes et tout ça, c'est très bien. Maintenant, j'exprime le vœu que soit créée une plateforme de signalement, mais de manière sur le ton de l'humour. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir remonter des remarques sexistes, enfin pas terribles, ce qui permet déjà de le dire, de l'exprimer pour la personne qui a entendu la remarque, et puis qui permettent à la communauté de proposer des réponses. Parce que c'est vrai que quand on est confronté à une remarque, on est un peu figé, sidéré par l'énormité, donc on n'a pas forcément de réponse. Et c'est après qu'on se dit « Ah, mais j'aurais dû répondre ça », et deuxième vague de culpabilité. Première vague, j'ai rien dit, et deuxième vague, ah bah oui, en fait, si, j'aurais pu dire ça. Et donc le fait de proposer des réponses à la communauté, ça a un côté totalement libérateur. Voilà, que j'ai expérimenté dans un projet issu d'un hackathon dans les années 2010. Et bon, la plateforme est tombée en désuétude, mais vraiment, j'attends de mes étudiants qui créent une plateforme comme ça, un de ces quatre, que je soutiendrai pour encore une fois libérer la parole et faire un contre-pouvoir, quoi. Anna, ça te fait réagir? Ouais, sur la question d'identification justement de ce genre de situation, parce que c'est pas toujours évident. Ce que vous aviez fait à l'EFREJ, qui était parfois pas uniquement les dialogues en non-mixité, mais il y avait du dialogue en non-mixité. Il y a ce truc il y a des personnes qui ont déjà plus le réflexe d'identifier ce genre de situation. Et moi, je l'ai vu dans mon école, où on suivait justement une formation sur les thématiques d'égalité de genre, où il y a des jeunes femmes qui se sont rendues compte qu'en fait, elles avaient vécu du sexisme en école, mais elles n'avaient pas tilté à l'époque. Et c'est hyper important de permettre ce dialogue, parfois entre personnes principalement concernées. Je ne dis pas que les sexismes concernent uniquement les jeunes femmes, mais enfin les femmes du coup. Mais de permettre ce dialogue et de mettre le sujet sur la table et de dire est-ce que là vous considérez que c'est du sexisme ou pas? Pourquoi?
de vraiment libérer la parole autour de ça. Et ensuite, en tant que personne, le not in my name, qui est je constate cette situation et je dois apprendre, et c'est un travail à faire parce que c'est pas simple, mais je dois apprendre à verbaliser le fait que c'est pas normal et que c'est pas tolérable et que moi je tolérerais pas ce genre de choses. Et je pense que ça libère pas mal de mécanismes parce que ça fait un peu un enchaînement de lui il l'a exprimé, donc moi j'ai le droit de l'exprimer, et puis et ouais, c'est un effet de groupe pas mal quand même. Ouais. Donc en fait, finalement, travailler et accompagner la posture des témoins pour leur donner aussi à la fois le sentiment que cette situation, oui, elle est anormale et qu'ils sont en mesure d'agir. Finalement, c'est ce passage à l'action en fait qui, selon toi, va vraiment permettre une dynamique vertueuse de. En fait, c'est un principe de tolérance zéro après. Ce ne sont pas des expériences acceptables finalement au sein de l'école. Et Robin, toi, le sexisme ordinaire? Dis-nous. Voilà, et ben non, mais c'est justement une vraie question compliquée quand on n'arrive pas à l'identifier. Et je rejoins que tes propositions, moi je les trouve intéressantes. Voilà, c'est pas un sujet qu'on a adressé, mais en tout cas là, ça me fait cogiter et avancer pour que ce soit adressé. Ouais. Puis en tant que personne, parce que c'est compliqué déjà de situer le sexisme ordinaire, il faut apprendre soi-même, c'est un travail à faire de le reconnaître, et ensuite encore plus un travail à faire d'apprendre à réagir soi-même, se dire que quand il y a un truc, moi c'est comme ça que je l'ai fait, mais quand il y a un truc qui me dérange un peu dans le fond, où je me dis mais c'est bizarre, il y a un truc qui me gêne, et se faire confiance à soi-même et à son instinct aussi, et même si au final on se rend compte que c'était pas forcément avéré ou quoi, ça enclenche une réflexion, et c'est important cette remise en question en fait en tant que personne. Et ne pas accepter c'est une blague, c'est une vanne, ne pas accepter ça quoi. Okay. On a aussi un commentaire de Pete Stone qu'on salue, qu'on ne présente plus au final, mais Pete, tu peux te présenter dans le chat si besoin, qui nous dit qu'il y a une question intéressante à poser en amont des questions sur les compétences qu'on va chercher à explorer, c'est est-ce que les femmes et les hommes sont complémentaires? Pete constate que quand il pose cette question en formation, il a le même taux de réponse positive, donc oui, qu'à la réponse, est-ce que les femmes et les hommes ont les mêmes compétences? Donc d'un côté, on considère qu'ils et elles ont les mêmes compétences, mais de l'autre, qu'ils et elles sont complémentaires. Donc là, on a une contradiction. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Ouais. Pour moi, c'est un vrai problème en fait des stéréotypes de genre. Je pense que ça va se diluer maintenant qu'on accepte l'idée qu'il y ait plus de deux genres. Mais en fait, par rapport, si je compare au stéréotype ethnique par exemple, où on a plusieurs origines ethniques, le stéréotype de genre, tu as deux genres, donc forcément, si l'un a quelque chose dans la lutte des classes, l'autre il l'a pas. Et inversement, si les hommes sont bons en maths, ça veut dire que les femmes sont pas bonnes en maths, mais en fait elles sont bonnes en français. Mais les hommes ils peuvent pas être bons en français. Et je sais plus ce que je voulais dire. La complémentarité. Voilà. Et du coup, forcément, là, on se rend compte qu'il y a une complémentarité forcée, en fait, parce que tous les attributs d'un groupe, l'autre ne peut pas les avoir. Et ça, c'est lié au fait que il y a deux genres dans l'imaginaire et que ces deux genres sont forcément en concurrence pour. En l'occurrence, là, c'est les hommes qui sont dominants, mais on en parlait aussi un peu tout à l'heure, de se dire que moi, je suis assez pessimiste. Et là, ceux qui ont quelque chose à perdre, ça va être les hommes, mais c'est eux qui ont le pouvoir. Donc en fait, à un moment donné, ça va bloquer, quoi. Et je pense que justement, c'est une très bonne chose qu'on commence à accepter l'idée qu'il y ait plus de deux genres parce qu'on va éviter cette dichotomie. En fait. Et cette forme d'essentialisation, finalement, d'attribuer à ce qu'on perçoit en plus des personnes de façon binaire. Anna, ça te faisait réagir? Ouais, sur l'essentialisation, parce que en soi, les compétences qu'on attribue aux femmes, c'est pas des compétences qui sont mauvaises en tant que telles. La bonne communication, c'est quelque chose de complètement appréciable. C'est vrai qu'on prendre soin de l'autre. On a tendance à attendre ça finalement des personnes avec qui les personnes qu'on fréquente. On côtoie, quoi. C'est logique d'être bienveillant en soi. Et pour autant, les compétences de leadership et tout, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement valorisable. Donc il faut pas se dire, il faut pas essayer de coller aux stéréotypes masculins entre guillemets. Et autant pour les hommes que pour les femmes, il ne faut pas que les hommes essaient de coller à ce stéréotype aussi. Et la question de l'essentialisation est essentielle en fait. Et c'est aussi le privilège entre guillemets
de pouvoir se poser la question de moi je veux coller à quoi, ou je veux coller à un peu des deux, ou je peux être ce que je veux en fait, au-delà d'être l'un ou l'autre. Et il y a des compétences qui marchent très bien ensemble. On peut être très empathique et être un très bon leader. Enfin, c'est pas exclu. Donc voilà. Bah, j'en profite pour dire bonjour à Pete Stone parce que voilà, on a commis un bouquin ensemble. Ça me fait réagir dans la mesure où, oui, en tant que femme, c'est important de ne pas essayer de se conformer à ce qu'on attend de soi, mais c'est aussi important de s'écouter. Tu le disais très bien, Anna, de se faire confiance, en fait, ou de laisser libre cours à ses réactions, qu'elles soient cataloguées comme féminines ou masculines. Et le thème de la confiance en soi, ça pourrait être en soi une autre table ronde. Et en 1 minute, on a une dernière question. Est-ce qu'il existe des plateformes ou des réseaux alumni ou réseaux tout court qui sont mis en place par les universités et les écoles où on peut trouver des offres pour diversifier le sourcing, donc stage alternant? Est-ce que c'est des dispositifs qui vous parlent? Moi, ça me parle pour le handicap. Okay. Il y a Job in Life, je ne sais pas si vous connaissez, qui justement travaille sur la question de l'insertion des jeunes en situation de handicap, et notamment avec des offres de stages professionnels et tout, et qui fait aussi un gros travail de recherche à côté, de production de contenu. Donc au niveau de la diversité au global, il y a plein de choses qui sont proposées pour ça. Et aussi pour le côté éthique de manière globale, donc RSE sociale et écologique. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Jobs That Make Sense. On a travaillé pas mal avec eux aussi, qui proposent justement des stages et des emplois pour le bien, entre guillemets, pour les questions de RSE de manière globale. Qui sont porteurs de sens. C'est ça. Pour les personnes qui occupent ces postes. Exactement. Vous deux, est-ce que vous avez des idées? Sinon, c'est OK de finir sur ça. Bien, un immense merci à tous les trois d'avoir pris le temps. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous. On espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur d'autres thématiques. Donc, encore merci. On pourra aussi partager les contacts ou les questions qui restent dans un second temps. Et de suite, on va enchaîner sur une deuxième table ronde sur les valeurs et les ambitions professionnelles. Cette table ronde sera animée par Tanguy Bizien, que vous connaissez maintenant, notre responsable des études, avec 2 intervenantes qu'on est ravis d'accueillir. Catherine Valmorin, qui est psychologue du travail, doctorante au CNAM sur les vecteurs de motivation professionnelle et de sens au travail. Donc on va sûrement avoir des échos de ce qu'on a abordé. Et Mélinda Corré, en charge de la stratégie de gestion des talents et de succession aux postes clés du groupe pour la France, pour IKEA France. Voilà. Donc on arrive de suite avec cette deuxième table ronde. À de suite. Catherine Valmorin, vous êtes psychologue du travail, vous faites un doctorat au CNAM sous la direction d'Hélène Loarer sur la question de l'ambition. L'ambition professionnelle et la réalisation de soi. L'ambition professionnelle et la réalisation de soi. Très bien. Mélinda Corré, donc vous êtes gestionnaire talent et succession chez IKEA France. Donc évidemment, cette question d'ambition, elle intervient aussi chez vous. Oui. Donc, pour démarrer, nous, il y a un résultat qui nous a surpris quand même dans cette publication, c'est que 76,4% des étudiantes, des étudiants se considèrent ambitieux, et dans ces 76%, on trouve 56% de femmes contre 43% d'hommes, pardon. Donc on voit bien qu'en fait, les femmes se considèrent plus ambitieuses ou affirment une ambition plus forte que les hommes. Mais effectivement, ce qu'on a aussi montré dans la publication, c'est que le sens de l'ambition est extrêmement complexe, extrêmement flou, extrêmement vaste. Et donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, la publication, elle sert vraiment à ouvrir des pistes de recherche, à ouvrir des pistes de travail pour les écoles et pour les employeurs. Donc, c'est pas fixe, et c'est pour ça aussi que vous êtes là ce matin. Et je vais peut-être commencer par vous, Catherine, pour un peu définir le sens de l'ambition, même si c'est extrêmement compliqué. Oui, effectivement, bonjour déjà, merci de m'avoir invité. Effectivement, dans ce que vous dites, que je crois que c'est 55% de femmes qui 56% de femmes, 56% de femmes qui se décident, qui disent être plus ambitieuses
Il y a juste une question que je me pose, qu'est-ce qu'on calcule? Qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que c'est de la réussite qu'on mesure ou est-ce que c'est de l'ambition? Parce que cette question, souvent, on confond l'ambition et la réussite. Dans la réussite, il y a la question du résultat. Un résultat qui est observable et constatable. Et on peut dire que la réussite peut se définir par un jugement subjectif de soi ou par un autre, hein, et sur la base de ce résultat observable et constatable. Alors que l'ambition, c'est tout autre chose. C'est une forme spécifique de motivation, motivation au sens générique du terme, c'est-à-dire une force qui produit une action ou un comportement. Et si on peut parler de l'ambition professionnelle, c'est un moteur qui pousse à agir, mais de manière démesurée, pour atteindre un objectif idéalisé. Et c'est pour ça que Spinoza parle, quand il parle de l'ambition, il dit que c'est un désir immodéré de gloire, d'honneur, de succès. Et c'est cet aspect démesuré dans l'intensité, dans la persévérance, mais même dans la passion, hein, à un objet qui est une activité, une idée, sauver la planète, l'argent, le pouvoir, qui distingue l'ambition des autres formes, des autres types de motivation. Et puis, autre chose aussi que je pense qu'il est important de signaler, c'est, en tout cas dans les enquêtes que j'ai menées, c'est souvent, on entend, on voit que c'est écrit « je suis ambitieuse ». Les enquêtes que j'ai menées ne montrent pas du tout ça. On a vraiment les gens n'osent pas dire, même si tout le monde est d'accord pour dire, toutes les personnes à haut potentiel que j'ai interviewées, ils sont tous d'accord pour dire, on n'est pas d'accord avec l'aspect négatif du mot ambition, hein, de cet imaginaire qu'on donne à l'ambition, on n'est pas d'accord, mais néanmoins, ils sont tous d'accord, certes, pour dire aussi, j'ai une forte volonté de réussir. Et là, il l'attribue, quand il dit « j'ai une forte volonté de réussir », il dit « j'ai avoir de l'ambition ». D'accord, ok. Ils reconnaissent avoir de l'ambition, mais ils ne reconnaissent pas, en tout cas, ils n'affichent pas être ambitieux. Il y a vraiment une différence entre avoir de l'ambition et être ambitieux. Avoir de l'ambition, c'est bien vu, c'est avouable, parce qu'on est dans l'intérêt collectif, on fait quelque chose de beau, de grand pour le bien d'autrui, et être ambitieux, là c'est le sujet, on est dans l'intérêt individuel, et là c'est complètement condamnable. D'accord. Donc il faut vraiment, j'ai essayé de répondre très vite à deux questions. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est l'ambition? La différence entre réussir et ambition. Oui. Réussir, c'est résultat. Ambition, c'est un moteur, c'est quelque chose qui vous pousse à agir. D'accord. Donc, si j'essaye de résumer effectivement la chose, il faut peut-être plus parler de réussite et de levier de réussite que d'ambition qui risquerait en fait d'être inatteignable quelque part pour les salariés. Et l'autre chose que je retiens effectivement, c'est que c'est être et avoir. C'est-à-dire, en fait, on a du mal à se déclarer ambitieux, mais avoir de l'ambition, c'est intéressant. Donc, effectivement, avoir de l'ambition, typiquement, pour d'autres que soi, la planète, etc. C'est aussi pour ça, peut-être, que les élèves et ingénieurs, par exemple, se déclarent ambitieuses, parce qu'on voit que le sens de l'ambition pour elles est très tourné vers l'altérité et vers l'environnement. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait ce sens de l'ambition derrière. Mais effectivement, après, dans l'enquête, il faudrait détailler un tout petit peu les choses. Mais néanmoins, effectivement, ce résultat reste marquant pour nous, hein, de cette déclaration d'ambition des femmes et des étudiantes. Et ça vous inspire quoi, ce résultat? Et vous, à IKEA France, qu'est-ce que vous faites pour répondre un tout petit peu à cette ambition des femmes? Déjà, moi, je ne suis pas surprise par ces résultats. Donc, je pense que même si c'est du déclaratif, hein, donc je pense que les femmes, si elles sont à la base plus ambitieuses, elles vont très rapidement se heurter à des préjugés et qui vont les freiner dans leur promotion professionnelle. Chez IKEA, ce n'est pas réellement un sujet puisqu'on a atteint un niveau de parité équilibré à tous les niveaux de catégories socio-professionnelles. Donc l'enjeu ne se situe pas là. En revanche, ce qui serait intéressant d'observer, c'est plutôt la temporalité. C'est-à-dire que si un homme va peut-être évoluer plus rapidement que les femmes
vont déjà donc, penser leur carrière selon aussi leurs aspirations personnelles, hein, avoir des enfants aussi, on sait à quel point ça peut impacter l'évolution professionnelle, mais aussi on sait qu'il y a le côté bon élève dont on discutait avec Catherine, c'est-à-dire que les femmes vont attendre de se sentir suffisamment prêtes, reconnues et légitimes, d'avoir acquis toutes les compétences pour oser se lancer et prétendre à un poste, alors que les hommes ne vont peut-être pas avoir voilà, cette dimension de préparation. Oui, effectivement, et c'est ce que disait Anna Viosque juste avant. C'est-à-dire, en fait, effectivement, les femmes vont en fait ne pas oser choisir, par exemple, des orientations, des formations, etc., parce qu'il faudrait attendre qu'elles soient prêtes. Or, on peut s'apercevoir qu'elles ont largement les compétences, mais qu'effectivement, ces stéréotypes et un tas de facteurs culturels et sociaux vont en fait ralentir cette question-là. Et vous, chez IKEA aussi, donc, quand on en avait parlé, il y avait... vous avez mis en place des journées pour repérer les talents. Il y a deux éléments quand même clivants, en tout cas, enfin, de différenciation qui ressortaient entre les hommes et les femmes, qui étaient assertivité et relation au pouvoir. Est-ce que vous pouvez développer un peu là-dessus? Alors, donc déjà, les femmes vont moins se positionner pour participer à ces journées d'évaluation du potentiel. Donc, on sait si à la base, elles sont moins nombreuses, elles vont être moins nombreuses aussi à être validées. Et donc, on a décidé de rentrer un peu plus dans le détail et d'analyser statistiquement la participation à ces journées. Et on se base sur des rapports comportementaux, mais aussi des tests psychotechniques. Si on sait que les femmes et les hommes ont le même rapport au pouvoir, justement, et à l'ambition, ils ont des résultats strictement égaux. En revanche, c'est la manière dont on va l'exprimer qui va être différenciée, c'est-à-dire la manière d'exprimer son assertivité ou non, et l'humilité aussi. Donc les femmes sont plus humbles que les hommes, donc il y a quand même 2-3 points d'écart, et sont moins assertives. Et ceci va les desservir lors des exercices collectifs, par exemple. Elles vont être plus en retrait, alors que les hommes vont prendre plus la parole. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut observer aussi lors de réunions. Et donc c'est cette dimension-là qu'on a pris en considération, justement pour réajuster et mettre en place des dispositifs pour favoriser et pour rendre les exercices équitables. Donc qu'on soit homme, femme, mais aussi public sous-représenté ou des personnes qui se sentent moins en confiance. Oui, ça c'est très important, et c'est ce qui était dit aussi par Romayoun juste avant, c'est effectivement on peut donner les conditions en fait d'équité et équitable, parce qu'en fait les conditions ne sont pas équitables, donc fatalement il va y avoir des disparités qui vont se jouer, et il va y avoir un recul des femmes par rapport aux hommes, et je réagis un peu sur cette relation au pouvoir aussi. Vous avez pu observer dans les enquêtes que vous avez faites sur les femmes managers que la relation au pouvoir était effectivement un élément assez complexe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Effectivement, la femme, je vais continuer un tout petit peu en disant que effectivement, autant, moi je n'ai pas, quand je dis être ambitieux, avoir de l'ambition, que ce soit une femme, que ce soit un homme, très bien. on ne le dit pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Toutes disent avoir de l'ambition. Simplement, je pense que l'hypothèse que je fais, puisque je n'ai pas travaillé dessus, de manière, je vais dire, analytique et en tant que chercheuse, mais on peut dire que ça se joue à un autre niveau. C'est comme disait Magali, c'est cette... Mélinda. Excuse-moi, Mélinda. Il n'y a pas de problème. Est-ce que me dit Mélinda, c'est vraiment... qu'est-ce qu'on entend par être ambitieux ou avoir de l'ambition? Et c'est là qu'on voit que les femmes, même si elles ont une forte volonté de réussir à des postes d'autorité et de pouvoir, pourtant elles entretiennent une relation complexe avec le pouvoir. Le pouvoir pour elles a deux visages. Le premier visage, ça va me servir comme en autorité de compétence. Le statut que ça me donne, c'est une autorité de compétence pour mener une leadership agréable, acceptable, entendable. Mais malheureusement, ce qu'on entend souvent, et elles ont du mal là-dessus, même si elles disent ça, elles disent aussi, mais néanmoins, le pouvoir, c'est la relation forcée autrui. C'est une relation où on force, une relation de force sur autrui. C'est une relation de domination et de soumission. Alors donc, elles n'aiment pas prononcer ce mot pouvoir. Elles rejettent le mot pouvoir parce qu'elle lui donne une valeur morale. Et on se rend compte que cette valeur morale, elles préfèrent, puisque c'est dénigré, c'est pas bien, c'est pas acceptable, c'est pas entendable
pour différentes raisons, qui viennent de l'éducation, voilà, pour plein d'autres choses, elle donne une autre valeur, elle préfère un autre mot, une autre valeur qui est le terme responsabilité. Et le terme responsabilité, elle est moins dangereuse à leurs yeux et c'est une forme d'engagement. Ça permet, il s'agirait d'un pouvoir, on va dire, recommandable et qui cherche à élever autrui et non à le mettre sous sa coupe. On aide, quand on est responsable d'autrui, on est responsable de la société, on est responsable de son groupe, on est responsable. La responsabilité, c'est un engagement qui est envers autrui, envers la société, qui est beaucoup plus acceptable au nom des yeux des femmes. Mais elles refusent le terme pouvoir, elles ont énormément de difficultés avec le pouvoir. Parce que ce n'est pas effectivement le cas des hommes, mais on le comprendrait, parce que les stéréotypes qu'on relève, nous, dans l'enquête, effectivement, c'est confiance en soi, leadership, autorité, qui sont liés à un pouvoir, mais à un certain type de pouvoir aussi, effectivement, avec domination, soumission, avec ce type de choses qui sont un peu intégrées à ça, et donc c'est un peu re-questionner aussi cette question qui serait intéressante, et employer d'autres vocables, et la question du responsable, de la responsabilité, peut-être plus intéressante pour inclure un tout petit peu les femmes et les hommes dans ces relations managériales. Donc ça, c'est un point intéressant. Si je me permets, oui, je vous en prie. C'est que justement, ce mot responsabilité leur permet aussi d'accepter, j'allais dire, toute cette question du pouvoir, entre guillemets, sur autrui, même si elles ne veulent pas. Mais en même temps, ça leur permet aussi d'accepter ce qu'on leur a appris, où elles sont intériorisées depuis des années. C'est cette question de éthique du care, c'est la bienveillance, c'est s'occuper de l'autre, c'est faire attention à l'autre. Le terme responsabilité convient mieux, le vocable responsabilité convient pour le coup mieux, puisqu'elle englobe une partie du pouvoir qui est acceptable et qui est entendable et tout le monde en a besoin, et en même temps, on est enfin tranquille avec ce qu'on attend de nous, comme la société nous a éduqués, avec la bienveillance. Et ça rejoint effectivement même les résultats qu'on a, parce qu'effectivement, on voit du côté des stéréotypes que ça va projeter les hommes dans un imaginaire de pouvoir, en réalité, dans des imaginaires de pouvoir qui sont de très haute fonction, et puis dans les imaginaires d'assistanat ou de soins, effectivement, pour les femmes. Et donc, nous aussi, on a une hypothèse un tout petit peu dans l'enquête, c'est que l'ambition est en train d'évoluer. Et que, comme on le disait aussi avant dans la table ronde, il y a une difficile articulation, ou en tout cas des frottements entre l'ambition classique, on va dire, et les ambitions plus sociétales, tournées vers l'environnement et vers les questions de diversité et d'inclusion notamment. Et est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez également, cette évolution-là de l'ambition par rapport à des enjeux qui sont des enjeux climatiques ou des enjeux d'égalité qui sont extrêmement prégnants dans le monde social? Pas vraiment. Non, il n'y a pas de problème. En fin de compte, quand on parle avec les personnes qui se qualifient ou qu'on qualifie d'ambitieux, qui ont de l'ambition, on voit que l'attente, en tout cas que les buts idéalisés, sont de cadre de la reconnaissance sociale. D'accord. Qui est avoir une rémunération. Oui, bien sûr, ça ressort aussi de l'enquête. Pouvoir montrer au monde sa valeur. Il y a aussi la perfection qui vise à une volonté d'excellence et de maîtrise de l'activité. Faire une œuvre superbe, faire quelque chose, on le trouve beaucoup chez les artistes, faire quelque chose de grandiose et qui n'est pas fait par les autres. La reconnaissance de soi, déjà, c'est quelque chose qui est extrêmement important, entendu comme un besoin de se prouver à soi-même ce que l'on vaut, et puis l'amélioration de l'état du monde et de la société. Et là, effectivement, il y a ce besoin qui est aussi tourné vers d'aider les autres, vers sauver la planète, vers la transmission, qu'on retrouve beaucoup chez les femmes. Mais quoi qu'il en soit, ces quatre, je vais dire, ces buts idéalisés sont combinatoires. Oui. Il y a un degré entre ces différentes buts qu'on a regroupés, que je viens de citer, qui ont été regroupés. Mais il y a un degré, certaines personnes sont beaucoup plus sensibles à ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils éliminent le besoin d'argent. Donc, ce n'est pas tant ça, mais pour avoir parlé tout à l'heure avec ma consoeur, on s'est rendu compte, on en parlait aussi, en disant que dans la société, dans l'entreprise, pour que la personne, ou la femme plus exactement, puisse être alignée dans ses valeurs, parce que là on parle des deux valeurs, pouvoir
et puis responsabilité, pour qu'elle soit alignée face à ses valeurs, il faut que l'entreprise puisse mettre en place un moyen qui satisfait ses besoins d'ordre social ou personnel, et ses besoins d'amélioration du monde. Donc là, on vous laisse évidemment la parole pour réagir à ça et voir ce qui chez IKEA se joue. Chez IKEA, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que ça fait vraiment partie de l'ADN de notre entreprise, cet impact et cette volonté d'impact, en tout cas sociétal et environnemental. Et on a essayé de réconcilier justement cette tension entre le sens au travail et l'ambition et la réalisation professionnelle, tout simplement en nous basant, en adoptant une approche sur des compétences transférables. Donc, et ça, on le voit que c'est aussi un facteur d'attractivité chez les jeunes, avec les générations Z, que ce soit les alternants ou les jeunes actifs. Donc, on a cette approche d'offrir pas un plan de carrière long et fastidieux, mais différentes vies et différents moments professionnels, différentes vies professionnelles au sein d'une entreprise. On sait qu'il offre pas mal d'opportunités, donc nationales, internationales et autres, mais aussi beaucoup de missions transverses dans lesquelles les collaborateurs peuvent se réaliser, donc, et donner du sens aussi à leur quotidien en accompagnant des personnes fragilisées, enfin des publics fragilisés, éloignés de l'emploi, avec des programmes d'insertion par l'emploi ou des programmes aussi d'accompagnement de personnes réfugiées. Donc ces 3 dernières années, on a accueilli plus de 180 réfugiés chez IKEA. Et il y a aussi donc toutes les missions transverses autour de l'impact environnemental. On a une politique RSE très forte. Donc il y a toutes ces actions en fait qu'on peut mettre en œuvre au quotidien qui peuvent réconcilier justement cette ambivalence, enfin ce dilemme entre les deux aspirations motivationnelles. D'accord. Et pour finir un tout petit peu, vous allez mettre en place des programmes de leadership au féminin effectivement chez IKEA, mais votre position, c'est plutôt de dire en fait d'essayer d'inclure tous les collaborateurs sur des éléments, par exemple, qui sont les éléments de confiance, etc. Oui. Et que ce ne soit pas en fait destiné uniquement aux femmes, mais qu'effectivement, ce soit des groupes qui soient plus mixtes pour pouvoir adresser une notion. Donc, entrer par une thématique et non pas par un genre. Et ça ne va pas tomber dans l'essentialisation, mais plutôt réconcilier un petit peu. Enfin, plus, la porte d'entrée de ces programmes, en fait, plus que la dimension genrée, ce serait d'aborder par le biais d'une thématique. Donc, le manque de confiance ou désacraliser justement ces processus d'évaluation du potentiel, préparé avec justement des entraînements, des mises en situation, mais on a mis aussi en place des masterclass pour traiter du syndrome, le fameux syndrome de l'imposteur, le manque de confiance. Et je ne pense pas que ça concerne uniquement les femmes. Et si on veut justement traiter de la dimension du genre, il faut aussi que les hommes en aient conscience et qu'on puisse mettre tout le monde autour de la table et partager justement ces expériences différentes. Et donc voilà, je pense que la porte d'entrée sur une thématique plutôt que par les personnes genrées est plus intéressante. D'accord, très bien. Alors là, c'est l'heure pour les questions. Donc vous pouvez poser vos questions, on peut échanger pendant 5-10 minutes. Donc vous pouvez poser vos questions à Catherine et à Melinda qui répondront avec grand plaisir. J'attends que les questions arrivent, ça prend toujours un peu de temps pour taper au clavier. Et en attendant que ces questions arrivent, moi, la question que je me pose, c'est un peu, est-ce qu'on n'est pas en train de passer de l'ambition au singulier à des ambitions plurielles, c'est-à-dire de pluralité, en fait, qui sont en train de s'articuler et qu'on a du mal à articuler. C'est pour ça qu'il faudrait descendre un peu dans le détail pour se dire, mais comment j'articule? Et ce que j'aimais bien dans ce que vous avez dit, c'est effectivement que dans les 4 critères que vous avez évoqués, ce sont des combinatoires, donc on est plutôt comme ci ou comme ça, mais effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train de pluraliser, en fait, ces ambitions? Et on essaye en fait de les joindre. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer donc du singulier au pluriel? Oui. Je ne sais pas si on est en train de passer du singulier au pluriel, mais pour moi, l'ambition, l'ambition, en tout cas, c'est un objectif à atteindre qui va vers, en tout cas la façon dont je travaille, un but idéalisé. Et ce but idéalisé pour les personnes, en tout cas que j'ai interviewées, on se rend compte que c'est vers un moi idéal qu'il veut y aller, quelque chose... Un moi idéal, donc d'accord, un sujet... Un sujet, un soi. Et c'est ça qu'on veut atteindre dans l'ambition. Tous les ambitieux, en tout cas les personnes dites ambitieux, et qu'on peut qualifier d'ambition, ou qui disent avoir de l'ambition, je préfère garder les 2 formules, ils tendent vers ce moi idéal, vers... On a une revanche à prendre, on doit arriver à quelque chose qui est une forme de reconnaissance
mais qui n'est pas tant une reconnaissance sociale, qui n'est pas tant une réussite, puisqu'on se rend compte que les personnes qui ont de l'ambition, ils sont tout le temps, il y a toujours un but à aller, il y a toujours une réussite. Et c'est pour ça que quand vous disiez, est-ce que être manager est un objectif? Moi, j'ai envie de dire que pour la personne ambitieuse, qui se dit ambitieux, être manager est une étape. Oui, bien sûr, d'accord. C'est juste une étape pour aller vers quelque chose. Et ce quelque chose, certains peuvent le considérer, ceux qui ne sont pas ambitieux peuvent le considérer comme un sommet, mais pour la personne qui a de l'ambition, c'est juste une marche à un podium à gravir. Donc ce que je comprends moi quand même, c'est que peut-être potentiellement aussi l'ambition est un facteur d'épuisement alors professionnel, si elle est tout le temps mobilisée puisqu'elle serait inatteignable. Est-ce que c'est un facteur d'épuisement ou c'est un facteur de vie? Ça vous permet tout le donc temps. Donc il y a un processus vital aussi, d'accord. Voilà, il y a le processus. Et parce que les personnes que j'ai interrogées disent c'est un besoin vital. Et c'est vraiment le mot qu'ils prononcent. Hein. Je reprends les mots qu'ils disent, c'est un besoin vital. On a besoin d'aller tout le temps. Donc en fait, dans les entreprises, les organisations, il serait bon en fait de mieux comprendre, de mieux définir ce qu'on appelle par ambition, peut-être de le distinguer de la réussite et de réussir comme ça à avoir un vocabulaire qui va pouvoir correspondre aussi aux aspirations des salariés et à leur réalisation. Puisqu'on sait aussi que le travail est un facteur de reconnaissance et de réalisation centrale. Et donc, effectivement, en travaillant un peu ce vocabulaire-là et ces différents critères, peut-être que ça peut aider et les salariés et les managers aussi, les responsables, à faire évoluer dans le bon sens les salariés. J'ai une remarque là qui est arrivée sur le chat. Il est clair que le fait que les salariés et stagiaires femmes et étudiantes soient plus humbles, donc c'est ce que vous disiez, que cela a un impact sur leur capacité de négocier leur salaire et être reconnus pour leurs compétences et contributions. C'est quelque chose que vous voyez aussi. Vous formez, vous, à la négociation de salaire ou pas du tout? C'est pas un truc qui est, que vous faites, vous? Non, je sais pas. Et puis, la différence de salaire chez IKEA, c'est pareil. Il faut pas oublier aussi que c'est une entreprise suédoise. Hein, oui, donc, il y a quand même cette couleur-là d'égalité professionnelle et notamment salariale. Donc, on n'a pas trop de sujets sur ça. Ouais. Moi, je peux dire, en revanche, moi, les enquêtes que j'ai menées, effectivement, qu'on parlait de l'argent, puisque l'ambition, c'est aussi ça peut être une passion pour un objet qui peut être l'argent comme le pouvoir. Et quand je leur pose la question de cette question d'argent, de rémunération et du salaire, et chez les femmes, beaucoup plus que chez les hommes, ça, je le reconnais, il y a une espèce de silence. Parce que la femme n'ose pas. Et elles disent même, nous devons nous préparer, il y a une préparation pour aller voir l'employeur pour demander une augmentation. La femme n'ose pas demander une augmentation. Ce n'est pas, elle dit, je ne suis pas à l'aise avec ça. On doit me reconnaître par rapport à mes compétences et je n'ai pas à quémander, c'est vraiment leur tête, quémander un salaire plus élevé. Alors que les hommes, c'est un fait. Et on ne quémande pas, c'est un droit. Donc, c'est très facilement qu'ils ouvrent la porte et qu'ils disent, voilà, par rapport à mes objectifs que j'ai atteints, je dois à tant % de plus de rémunération. D'accord. Et là, il y a une autre remarque qui arrive, c'est effectivement un peu, est-ce qu'on ne demande pas à des femmes de s'aligner sur des valeurs qui sont déjà, en fait, genrées au sens masculin? C'est-à-dire, en fait, on ne prend pas assez en considération précisément en fait, ce facteur de genre en disant l'entreprise a ces valeurs-là, mais est-ce que l'entreprise, elle arrive aussi, par exemple, à dire, mais est-ce que ces valeurs ne sont pas un peu genrées? Est-ce qu'on leur demande, en fait, quelque chose qui est, en fait, inatteignable ou qui ne correspond pas, en réalité, à des problématiques qu'elles peuvent vivre? Je pense qu'il y a quand même une conformité, en tout cas, une volonté de se conformer à des codes masculins, pour la réussite. Hein, et on sait en général que les femmes qui vont le mieux réussir, souvent sont plus assertives que d'autres. Donc, je pense qu'il y a quand même toujours cette dimension de genre dans le facteur réussite, en tout cas, à prendre en considération. D'accord, ok. Donc, effectivement, ça recroise effectivement ce qu'on dit aussi. Est-ce que la femme, je me permets de m'interroger. Oui, allez-y. Parce que voilà, c'est souvent ce que je fais quand je rencontre les personnes que j'enquête. Je me demande aussi, est-ce que la femme elle-même ne s'impose pas aussi beaucoup plus que la structure. Évidemment, l'environnement, le contexte dans lequel elle travaille, l'environnement le met en place et certainement a un impact là-dessus. Mais est-ce que c'est pas
d'abord, et ce que je constate dans les enquêtes que je mène, c'est d'abord la femme qui s'interdit, qui n'ose pas, qui ne peut pas, qui ne va pas. On parle d'humilité, ça peut aussi oui, je n'ose pas, je ne veux pas, je ne peux pas. Et puis on attend ça de moi. Mais oui, mais non, peut-être pas. Donc en fait, là, pour reprendre la parole, parce qu'il nous reste 1 minute et on va conclure, il y a une forme effectivement de charge en fait permanente qui va peser sur les femmes et qui va faire que même si on leur donne des conditions, elles n'oseraient pas. Et donc en fait, il faut aller peut-être un tout petit peu plus loin pour accompagner encore ce désir d'ambition et garantir aussi, leur garantir en fait de possibles réussites. De rester soi-même sans tomber justement dans la suradaptation aux injonctions. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment un travail de redonner confiance, de revaloriser certaines compétences, de travailler justement sur le genre des compétences que vous avez abordées lors de votre étude. Je pense que ça serait aussi la clé. Donc, très bien, on doit conclure maintenant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. La discussion continue. La discussion continuera de toute façon sous des formes différentes. Je suis ravi que vous ayez pu venir. Merci. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Mao Chedouet-Delmas, qui est rapporteur au Haut Conseil à l'égalité et qui ont une commission stéréotype également et qui va venir un peu conclure la journée avec Chloé Torcol de la FMD. Donc, on vous dit à tout de suite. Merci d'être resté avec nous, d'avoir réagi en aussi grand nombre à ces échanges passionnants. Merci à toi, Mao, d'être avec nous pour conclure cette matinée. Donc, Tanguy l'a dit, tu es rapporteur au Haut Conseil à l'égalité et membre de la commission stéréotype. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ce que fait le Haut Conseil à l'égalité ? Oui, le Haut Conseil à l'égalité, c'est une instance collégiale et indépendante, donc publique, qui va traiter de plein de questions concernant les droits des femmes dans la perspective de conseiller les pouvoirs publics, notamment l'État. Donc on va traiter des questions de parité, de violence. On va aussi, par exemple, on en a parlé beaucoup ce matin, traiter des questions de numérique. On vient de publier un rapport sur le numérique où on perçoit vraiment, on essaie de sensibiliser au cercle vicieux du numérique, puisqu'on voit qu'il y a un problème de parité dans le numérique, en même temps de contenus qui sont sexistes, donc les femmes vont se détourner des carrières du numérique. Et puis il y a aussi un problème d'algorithme, les biais algorithmiques sexistes, c'est un vrai enjeu. Donc voilà, on travaille sur plein de questions. Et tu nous parlais donc des biais sexistes, le sexisme, ses conséquences, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé notamment dans la première table ronde du sexisme, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas défini. Déjà, je pense que c'est important de définir ce que c'est, parce que c'est une notion un peu floue parfois, le sexisme. C'est pour ça qu'on a du mal à l'identifier. On disait qu'on avait aussi du mal à réagir parfois. Donc le sexisme, nous, on essaie de le définir au Conseil à l'égalité. C'est pour nous une idéologie vraiment qui postule l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. Et de l'autre côté, ça va être aussi un ensemble de manifestations au service de cette idéologie, donc des manifestations qui vont des plus anodines, comme on en a parlé ce matin, des biais, des stéréotypes, des blagues, des clichés sexistes, aux plus graves, donc qui peuvent aller jusqu'au viol, aux violences sexuelles, au féminicide, et qui vont avoir de toute façon des conséquences, un impact concret sur les femmes, donc en termes de conséquences psychiques, physiques, de santé par exemple, mais aussi elles vont adapter leur comportement. Donc on parlait d'ambition tout à l'heure par exemple. Les femmes vont adapter leur ambition en fonction de ce climat social sexiste. Par exemple, dans le baromètre qu'on publie chaque année sur le sexisme au HCE, au Conseil à l'égalité, on voit qu'il y a 15% de femmes qui ont répondu positif, enfin qui ont dit avoir renoncé à une carrière scientifique, qui sont pourtant les plus prometteuses, on l'a vu ce matin, parce qu'elles ont peur du sexisme dans ces carrières. Et ça va être encore plus prononcé chez les jeunes générations, puisque ça nous intéresse quand même aujourd'hui, puisque 22% des jeunes femmes de moins de 25 ans ont répondu pareil, qu'elles ont renoncé à une carrière scientifique. Donc il y a vraiment en plus, c'est très prononcé chez les jeunes générations. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le baromètre a mis en exergue. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces points-là par rapport aux jeunes générations ? Alors c'est vrai que les jeunes générations, en fait,
il y a de toute façon dans le baromètre sexisme, ce qui nous a montré, c'est vraiment qu'il y a une différence, une tension entre la conscience du sexisme, en théorie, et la stagnation, voire l'aggravation de certaines violences de fait. Et chez les jeunes générations, c'est encore plus prononcé, parce qu'elles sont à la fois, on l'a dit encore ce matin dans la table ronde numéro 1, plus émancipées, c'est-à-dire que grâce à la révolution MeToo, grâce à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de libération, on a dit de la parole, mais aussi surtout de l'écoute. Il y a des paroles, il y a des voix féministes qui s'élèvent, des contenus féministes qui permettent de lever le tabou sur pas mal de sujets. Donc ça montre que, enfin, on voit que les nouvelles générations identifient mieux le sexisme, en théorie, et sont plus à même de dire qu'il y a des inégalités dans la société. Mais dans les faits, il y a une stagnation, donc ce qu'on dit comme une régression, parce que justement il y a eu une émancipation. Bon, voilà, il y a une stagnation des violences sexistes et sexuelles, et elles prennent des nouvelles formes qui sont parfois aggravées. Donc il y a un nouveau phénomène, par exemple chez les jeunes hommes. Alors ça ne va pas être des très jeunes hommes, ça va être des jeunes hommes de 25 à 34 ans, donc qui arrivent sur le marché du travail, qui sortent des études justement. Ça peut être le fruit de stéréotypes qu'ils ont intégrés pendant leurs études, dans les grandes écoles notamment, qui vont non pas avoir des réflexes conservateurs à l'égard des femmes, ça, ils sont émancipés de ce sexisme-là. Ils vont par exemple répondre assez positivement sur est-ce que les femmes doivent rester à la maison, s'occuper des enfants. Ils se sont débarrassés de ce sexisme-là, mais ils vont avoir des réflexes conservateurs par rapport à eux-mêmes, par rapport aux hommes. C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir des réflexes masculinistes plus prononcés chez les jeunes hommes de 25 à 34 ans. Donc nous, par exemple, qui vont répondre plus positivement que d'autres, que les hommes plus âgés, sur il faut rouler vite, il faut se mettre en danger pour être un vrai homme, il faut parfois être violent, notamment à l'égard des femmes, pour être un vrai homme, il faut s'occuper du barbecue. Voilà, ils vont aussi dire que les femmes en font trop autour du féminisme, qu'on entend ça à longueur de journée. Donc vraiment, on voit qu'il y a une polarisation des positions. Et nous, notre intuition, pourquoi ça s'exprime particulièrement chez cette tranche d'âge, c'est que l'arrivée sur le marché du travail peut être une violence pour tout le monde, il peut y avoir un sentiment de déclassement pour les hommes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, et le bouc émissaire idéal, ce sont les femmes qui sont arrivées plus récemment dans l'histoire économique sur le marché du travail, donc ils vont résister, vraiment, il va y avoir cette forme de retour de bâton, de résistance aux questions d'égalité. C'est vraiment éclairant. Je trouve que ça fait vraiment écho à ce que nos parties prenantes peuvent nous remonter de phénomènes de gender fatigue, où en fait, maintenant, les actions en faveur de l'égalité sont souvent source de crispation, elles sont mal perçues, elles sont mal comprises, et finalement, d'avoir ce regard-là, de comprendre qu'il y a cette sensation de déclassement, ça permet de finalement mettre ça en lumière et potentiellement d'identifier des nouveaux leviers d'action. Donc ça fait un peu peur, mais c'est intéressant à voir aussi. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre au sérieux finalement ce genre de résultats et les résultats que nous on a pu montrer aussi sur les stéréotypes? Alors il faut les prendre au sérieux parce que déjà on a vu toute cette matinée que les stéréotypes sont jamais gratuits en fait, ils sont toujours adossés à une hiérarchie sociale qui va avoir des conséquences. Ensuite, on a vu que, par exemple, on valorisait l'empathie chez les filles, et ensuite, ça va avoir des conséquences sur toute notre structure économique, où on va assigner les femmes à des métiers du care, qui sont absolument géniaux, c'est pas le sujet. Essentiels, mais c'est pas ceux qui sont valorisés. Voilà, donc on va voir que c'est jamais gratuit. Ensuite, parce que ce qui est important de retenir, c'est que le sexisme, c'est un continuum des violences. Donc, ça part des stéréotypes, et ça va très loin dans la gravité de certains actes. C'est une formulation qui est souvent retenue par les associations féministes. Il faut faire très attention à ça, et c'est en s'attaquant aux stéréotypes qu'on va pouvoir s'attaquer aux violences. On ne peut pas s'attaquer seulement aux violences. Et enfin, pourquoi c'est important de prendre ça au sérieux? Parce que je le disais qu'il y a une forme de conservatisme, un cycle conservateur qui revient. On a appelé ça le backlash, le retour de bâton. C'est-à-dire qu'après MeToo, on a ce cycle conservateur qui s'organise, qui se finance, qui se politise notamment en ligne, comme il y a eu un backlash dans les années 70 après la première vague féministe. Et avant, c'était cantonné à la manosphère, ce qu'on a appelé la manosphère, c'est-à-dire une sorte de
sphères un peu sectaires. De bastions masculins. Exactement. Et en fait, avec les réseaux sociaux, ça s'est vraiment démocratisé. On voit qu'aujourd'hui, un influenceur comme Andrew Tate, alors il est particulièrement connu puisqu'il y a eu des échanges un peu houleux avec Greta Thunberg, qui est quelqu'un qui dit par exemple que quand une femme sort avec un homme, elle lui appartient. Enfin, c'est quand même des propos très violents. Ah oui, c'est une personne qui a une audience en termes de following sur les réseaux sociaux, même s'il a été banni de certaines plateformes, qui est monumental. Exactement. C'est des vidéos qui engrangent des millions, des milliards de vues parfois sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc il y a une influence de ces propos-là qui va avoir des effets réels parce que c'est politisé tout ça. On voit que l'extrême droite aussi est souvent derrière les raids masculinistes, la pratique du doxing qui vise à discréditer vraiment des femmes, notamment des femmes engagées, journalistes, politiques, etc. On sait maintenant qu'il y a 80% des femmes ont déjà vécu du cyberharcèlement, donc c'est quand même quelque chose de massif. Et on voit que ça s'organise. On a vu le procès très médiatisé d'Amber Heard contre Johnny Depp. C'est des choses qui étaient... les contenus qui discréditaient Amber Heard étaient financés par des médias par des campagnes en ligne, etc. Donc, et ça va avoir aussi des effets réels sur la société tous les jours, c'est-à-dire que, on l'a vu, l'année, elle a été marquée par un recul de droits fondamentaux des femmes, notamment l'IVG. On voit que dans des conflits, dans des guerres qui explosent, les femmes sont les premières à vivre la violence physique et symbolique. Donc à cet égard, il faut faire très très attention. Et notre travail au HCE, c'est aussi de conseiller les pouvoirs publics pour faire évoluer ces choses-là. Avant d'aborder la question de qu'est-ce qu'on peut faire après ces constats, est-ce que tu as la sensation que c'est une lecture, une analyse des enjeux qui sont pris en compte par les pouvoirs publics? Est-ce que toi, le HCE, est-ce que vous avez la sensation d'être entendu et pris en compte? Alors oui, puisque de fait, il y a une sensibilisation, il y a des campagnes qui sont menées par les pouvoirs publics, par le gouvernement notamment. Le gouvernement, l'an dernier, quand on a publié notre rapport sexisme de l'an dernier, ils ont décrété que le 25 janvier allait être la journée officielle de lutte contre le sexisme. Donc, il y a un travail de sensibilisation qui est mené. De fait, on parle de plus en plus, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des financements qui augmentent, mais c'est jamais assez. C'est notamment pas assez pris dès le plus jeune âge. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pousser au maximum. Donc là, justement, sur la partie solution, qu'est-ce qu'on peut faire? L'éducation, ça reste L'éducation, ça reste vraiment le plus grand chantier à faire, puisque non seulement, alors il n'y a pas grand-chose qui est fait dès le plus jeune âge, comme je disais, les biais sexistes ou les stéréotypes sexistes dont on a parlé toute cette matinée, ils sont intégrés de 3 à 6 ans. Donc il y a quelque chose à faire, sensibiliser les foyers, la petite enfance, l'école. On voit aussi que, par exemple, les infrastructures scolaires, il y a quelque chose à faire. Le foot est roi, le football est roi dans les cours de récréation. Donc très vite, les jeunes filles, elles apprennent que les garçons occupent la centralité, ils occupent l'espace, puis elles, il leur reste la périphérie. Donc c'est des choses qui sont très très intégrées très tôt, donc il y a quelque chose à faire. Puis plus tard, au collège, au lycée, on voit qu'il y a seulement 13% des séances à l'éducation, à la vie sexuelle, affective et relationnelle qui sont effectivement tenues. Il y en a 21 obligatoires. Quand elles sont tenues, c'est souvent d'un point de vue biologique. On va apprendre à mettre un préservatif sur une banane, ou on va apprendre des éléments sur les MST, mais on ne va pas apprendre des choses sur le consentement, sur l'égalité, on en parlait, la complémentarité entre les genres, ou la non-complémentarité entre les genres, justement, l'identité de genre, enfin tout ça, alors que les jeunes expriment leurs besoins, on ne l'aborde pas. Donc voilà, il y a un gros travail à faire sur l'éducation. Il y a plein d'autres chantiers à mener. Il y a des chantiers financiers notamment. Par exemple, on pourrait organiser des formations beaucoup plus poussées dans les grandes écoles à travers des incitations économiques que peut faire l'État. Et puis, par exemple, avoir des vrais modules obligatoires au management à la diversité, puisque c'est la chose importante de ce matin. Donc voilà, il y a des choses à faire. De l'éducation, mais elle a souvent bon dos aussi, puisque c'est tout au long de la vie qu'il faut être formé et déconstruit sur ces sujets. On parlait pendant la première table ronde d'une approche intégrée, et finalement c'est là qu'on voit que ça fait tout son sens. Ouais, il faut vraiment avoir
chantier holistique sur tous ces sujets. Et on ne sera pas de trop pour faire tout ça. Un immense merci Mao d'être venue conclure ces échanges, c'était très riche, ça nous donne aussi des ouvertures et on pourra se donner rendez-vous sur la 4e édition pour voir si on a évolué sur ça. Avec plaisir. Merci à toutes et tous d'avoir assisté, d'être venus en si grand nombre aussi sur cette matinée. C'était vraiment important pour nous de pouvoir vous présenter ces résultats et on espère que vous aurez l'occasion de vous en saisir et de finalement contribuer à cet effort collectif pour endiguer les stéréotypes de genre et qu'on ne soit pas sur un constat de permanence dans 2 ans. Merci encore à nos partenaires, à la CGE évidemment, à l'ESC Clermont, au CFJ qui nous a accueillis ce matin. Vous le voyez sur vos écrans, le document est disponible en ligne, donc allez le mobiliser. Et puis pour nous, on vous donne rendez-vous en 2024 pour des nouvelles conférences ouvertes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire quand ça vous intéresse. On est toujours ravis de vous avoir avec nous. À bientôt.